c'est parti. Bonjour à tous et joyeux Noël. On est ravis de vous accueillir cette année encore pour ce repas de famille, ce repas de fête, ce repas des légendes. C'est le 3e dîner des légendes organisé par le Stade Rennais Football Club avec TVR. Nous sommes dans la galerie des légendes et tous ces gens qui sont autour de la table, à un moment ou à un autre, ils ont marqué l'histoire du club. Et je crois même que ce sont des gens qui, après leur passage à Rennes, ont été différents à la fois dans leur vie de footballeur et dans leur vie d'homme. On est là pour qu'ils nous racontent, pour qu'ils transmettent un peu ce qu'ils ont vécu au Stade Rennais durant les années qu'ils ont passées ici. Avec des complices, évidemment, pour m'aider. Depuis 3 éditions maintenant, ce sont les mêmes. Il y a d'abord Romain Danzé, qui est l'ambassadeur du club. Salut Romain. Bonjour Vincent. Et puis le président du Stade Rennais History Club, Cyril Lelgouache, qui évidemment ne manque pas d'anecdotes. Salut Cyril. Salut Vincent. Bon, j'espère que tous vous êtes bien installés, on est content de vous avoir. On a 6 internationaux autour de la table cette année. Alors, pas de joueurs des années 70 et des années 80. Ah si. Ah, Oui, si. non, des années... non, Robert, c'est les années 60. Non, 71. Oui, mais oui, Bon, ça, attends, ça... je me casse. attends, il faut... je suis pas si vieux que ça, quand Non, même. mais c'est le tout début des années 70. Allez. Non, mais non. Ah bon? C'est 65, 71. 71, c'est bien ce que je dis, c'est le tout début des années 70. Non, mais t'as pas dit 60. D'accord, ok. On a des joueurs des années 60, du tout début des années 70, pas de joueurs des années 80, et on a des joueurs des années 90, 2000 et 2010. Certains se connaissent, d'autres ne se connaissent pas. Par exemple, Robert, tu n'as joué avec aucun de ces gens-là. Avec leurs parents. ouais. Avec les parents, non, jamais. C'est ça, hein, voilà. C'est dommage, hein, parce qu'ils auraient appris à jouer au ballon. Et avec qui tu aurais aimé jouer? Parmi ceux qui sont là, sans vexer personne. Tous. Ouais, Ils sont tous bons. Ouais, Oui, mais j'ai joué qu'avec des bons, moi. Ouais. Bah oui. Non, bah avec... Et vous, les garçons, les uns les autres, vous avez joué avec qui? Sylvain. Alors, Sylvain, il a une voix parce qu'il a trop chanté à la messe de minuit hier. Exactement. T'as joué avec qui, Sylvain? J'ai joué avec Romain, avec Ousmane, c'est mon petit ça, et j'ai joué avec Jimmy. Ouais, que des bons. D'accord. Et c'est vrai que les autres aussi, ils sont bons aussi, mais bon. T'as pas joué avec moi? Oh, je joue avec Cyril. Oui. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Je t'ai pas marqué. T'étais derrière. Non, mais j'ai essayé de te la mettre, elle est en c'est vrai, tribune, c'est vrai. Je t'ai pas donné beaucoup de ballons. C'est vrai. Ouais, en Ligue 2, j'ai joué avec Cyril aussi, pardon. C'est vrai? D'accord. Ouais. T'as joué avec lui? Oui. C'est pas possible. Au tout début. Au tout début, ouais, exact. Ouais. Au tout début. Stéphane, t'as joué avec Moi, qui? j'ai joué avec Ousmane. Oui. Sylvain, on a joué l'un contre l'autre assez souvent. Les autres sont un peu plus jeunes. Peut-être Benoît, quand il a débuté, je sais pas, peut-être à Caen ou peut-être. J'ai commencé en 2004, mais j'étais souvent sur le banc. Donc, Voilà. je t'ai peut-être regardé J'ai jouer. vu, il était sur le banc, effectivement. Ouais, d'accord. Parce que t'as eu une longue carrière. Paul-Georges, toi, t'as joué avec Benoît. Et Romain. Avec Benoît et Romain. OK. Jimmy? Moi, je joue avec Romain, avec Benoît, mais pas à Rennes. Oui, c'est vrai, ouais. On parle pas des autres clubs. Voilà, et avec Sylvain. Voilà. Et puis quand j'étais au centre, je pense, on a Steph, il devait être avec les pros, donc c'était notre objectif d'y aller. Donc en fait, ouais, c'est ça. Tout le monde s'est un petit peu croisé à un moment ou à un autre et tout le monde a un peu joué ensemble, sauf Robert. Mais pourquoi sauf? Sauf. Mais non, mais je suis avec eux. Mais t'es là. C'est la famille, c'est la Non, famille. mais Les jeunes. Tout ça, c'est mes petits-enfants. t'es là. Oui. Quand je disais en intro que le club vous avait peut-être un peu marqué dans votre vie, et à la fois de footballeur et d'homme, vous êtes à peu près d'accord? J'exagère pas, je fais pas un peu de pathos là-dessus? Non, du tout. Paul-Georges? Du tout. Moi, je pense que j'ai connu mes meilleures années à Rennes. Je suis sûr. J'ai connu mes meilleures années à Rennes. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais un petit jeune inconnu un peu de Ligue 2. T'avais quel âge? Je suis arrivé en 2014, j'ai 10 ans tout pile. J'avais 22. Gros transfert à l'époque. Très gros transfert à J'avais l'époque. 21, ouais, je faisais 22 cette année-là. Et c'est vrai que je me suis révélé ici en France et même en tant qu'homme aussi, j'ai appris beaucoup. Ouais. Paul-Georges, il arrive au mercato d'hiver. Oui, un super mercato d'hiver, peut-être le plus grand mercato d'hiver de l'histoire du Stade Rennais. Et il arrive parce qu'on est en difficulté C'est ce que je veux dire. sportivement. En général, quand et il y a un viennent pour mercato sauver le d'hiver, club. c'est que... Ouais. Il arrive avec C'est qu'on a une Toivonen. difficulté, Et Camille.
et Camille Grosicki. Vous êtes arrivés tous les trois C'est ça. au mercato d'hiver. Et tout de suite, Paul George, il a été adopté. Ouais. Mais c'est des joueurs frissons, ça. Paul George, c'est un joueur de déséquilibre qui est capable de faire gagner des matchs à son équipe. Et évidemment, rapidement, il a conquis le cœur des supporters. Il avait une petite période Grâce à un- d'adaptation grâce à un quand même. derby. Hein. Les 6 premiers mois, il a fallu qu'il s'adapte, mais c'est la deuxième année où il explose. Oui. La deuxième année, il marchait sur... Je me rappelle d'une action justement contre Lille, je sais plus, il prend le ballon, il pousse, mais sur 40 mètres, et c'est Franck Brea qui était un très bon défenseur. Puis il lui a mis une soupape. Et J'aime là, en bien fait, cette expression. Et là, en fait, il donne le ballon à notre phénomène Habib Habibou sur la tête, et on marque. Contre Lille, je me rappelle. C'était D'accord. un des- Et il a eu un déclic dans un derby. Ouais, c'est ça, à Nantes, Ah, mais tu as été décisif sur tous les derbys que tu as joués à Nantes. c'est vrai. Tous les derbys à la Beaujoire, il y en a le premier où je marque et on gagne 3-0. On fait Ouais. 3-0. Et un aussi où je suis 2 fois passeur et un autre où je marque encore. C'est vrai. Nantes, mais après, c'est des derbys, c'est des matchs où on a envie vraiment de se montrer, et où on sait que qui représente quelque chose pour les supporters. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, je crois que le derby, c'est mon 2e ou 3e match. On le joue très rapidement et on le gagne et ça nous relance un peu. On a une période après derrière positive et on se maintient à la fin. Mais Victoire tout au le monde- parc. Tout le monde a l'image de Paul George qui passe derrière le but, après son but, et qui fait chute comme ça à toute la tribune. Et quand on est supporter du stade, Ah bah, on adore. le bonheur que c'est. Surtout Le dans gars, un là, derby. taisez-vous. Ah ouais, non, ça, C'était ça- pas préparé du tout, mais c'est vrai que Non. quand on est arrivé, on a senti beaucoup d'animosité. Et moi, j'étais pas là sur la première partie de saison, mais sur la première partie de saison, le derby qu'ils font à la maison, je crois qu'il y a un truc avec la banderole qui avait c'était été ce volée. derby-là. Ouais, la banderole, elle avait été volée, le derby, il avait été perdu. Du coup, la phase retour, le derby, il était attendu de fou par tout le monde, par les supporters. Je me rappelle, à l'époque, je venais d'arriver sur Twitter, ça m'avait écrit sur Twitter, ouais, il y a le derby, il faut que tu sois bon à ce moment-là, on t'attend et tout. Et c'est vrai que là, on avait vécu une super belle après-midi. Ouais. Ah oui, c'était Et une super. communion après avec les supporters aussi. Je reste sur cette question de est-ce que le stade a un peu changé, votre passage ici a un peu changé votre vie et de footballeur et d'homme. Il y en a d'autres qui ont un peu... Ouais, bah moi, je suis arrivé, Ouais, à Sylvain. Rennes, je suis arrivé à Rennes à 17 ans, je sortais de la région parisienne et ça m'a changé. C'est souvent, je me rappelle d'un des premiers articles que j'avais fait, j'avais dit que c'était ma porte de sortie et d'arriver à Rennes, j'ai grandi, je suis arrivé à 17 ans, j'ai appris mon métier. Bon, j'ai appris aussi un peu la folie, quoi. Voilà. La folie rennaise. La folie à rennaise. l'aventure, quoi. L'aventure, c'est l'aventure. Et c'est J'ai pas pour connu. rien qu'on a mis Benoît Mais oui, c'est ça. à côté de toi. Ouais, Ils c'est avaient à peu normal. près vécu les mêmes choses. Mais voilà, j'ai grandi avec le Stade Rennais, mais je suis content parce que je suis allé un peu partout en Bretagne, découvrir des petits patelins. Avant, il y avait la D4, il y avait la DH, il y avait, voilà. Et c'est vrai que j'ai grandi en tant qu'homme, et voilà. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, un peu avec tout le monde. Et c'est un vrai bonheur d'être passé par le Stade Rennais. Quand tu arrives, Sylvain, Ouais. qu'on appelle Nino, et on vous expliquera pourquoi Ouais. sans doute tout à l'heure, parce que Nino n'est pas un diminutif de Sylvain. Non, non. Hein le taxi te débarque. Ouais, j'adore cette anecdote. Il te parce que- débarque chez les cyclistes. Exactement, parce que je connaissais pas du tout Rennes et je me suis dit, Rennes, c'est un grand club. Donc, je demande au chauffeur de taxi, emmenez-moi au Stade Rennais. Il me dit, OK, pas de problème, j'y vais. Et il me dépose Au je sais Vélodrome. pas, au Vélodrome. En fait, il connaissait rien, quoi. Donc, je crois que c'est Patrick ou Yves Colleux qui est venu me chercher pour Parce me que le présenter. patron du centre cycliste, qui s'appelait Marcel Boisardi, dit on a un gars là, il n'est pas cycliste visiblement. Il vient d'arriver, c'est sans doute un gars qui est de chez vous. Quoi. C'est clair, c'est clair. Et donc, j'ai t'as adoré. démarré là, ouais. J'ai démarré là, ouais. Et je suis arrivé à 17 ans et je suis resté 6 ans au Stade Rennais. Et voilà, et puis après, on a fait une petite carrière. On est là, Oui. quoi. Tiens, alors, hormis Sylvain, qui est-ce qui a été formé 100% stade? Jimmy, Moi aussi. Ousmane, Romain, ouais. Jimmy, t'es arrivé d'où? Moi, j'ai arrivé de la région parisienne, pareil, de Clairefontaine. Donc, j'arrive en 2001. En 2001, et du coup, je vis toute ma formation. C'est vrai qu'elle a été accélérée parce que très vite, j'ai été avec les pros. Mais un pareil. phénom, Hein phénom, Ouais, t'as bon, abusé, Non, et c'est vrai que ça a été très vite parce qu'en 2003, je fais mon premier match en pro. Mais ça m'a changé parce que, comme Nino, on passe de Paris à Rennes. On ne connaît pas tellement. Mais plus que ça, très vite, je suis papa à 21 ans. Donc mes Ah ouais. enfants sont nés à Rennes. Voilà, j'ai tout vécu à Rennes. Je me suis marié
pas à Rennes, mais j'étais à Rennes. Voilà, certain. Donc en vrai, j'ai tout connu en tant que joueur et en tant qu'homme ici. Donc, je suis arrivé à un moment un peu plus jeune, je suis arrivé à 16 ans. 15 ans et je suis parti à 24, donc j'ai tout connu ici. Tu l'as vu arriver Non mais Jimmy, il arrive à Rennes, c'est un prodige, c'est un phéno. Quand je dis phéno, c'est pas de la rigolade. C'est le meilleur joueur de sa génération. Nous, dans les catégories de jeunes, on a tous entendu parler de Jimmy Briand. Et il arrive à Rennes et c'est un gros coup que fait Patrick Rampillon en le faisant venir au Stade Rennais. Et évidemment, il dit 2 ans après, il est déjà chez les pros. Voilà, il s'était pas trompé, Patrick. Il avait une vraie élégance, en plus les straps bien hauts, À la toi, Philou Maouida. Là, il avait une vraie prestance. Des fois, on se parle un peu, machin, sur Insta et tout, on échange, on parle que de dégaine. La qualité, on s'en fout, mais juste la dégaine. L'élégance. On avait une phrase importante. Et Ousmane, lui, qui est mayennais, et on revient toujours à ses racines puisque tu y es encore. C'est vrai. En Mayenne, tu y es revenu. Toi aussi, tu es un produit de la formation rennaise. Ouais, moi je suis arrivé très tôt, à 13 ans et demi. 13 ans et demi. 13 ans et demi, j'étais tout petit. J'étais à Anne de Bretagne d'ailleurs pendant 2 ans. Ah ouais, tiens, j'y étais aussi. Mais pas les mêmes années. Ma 4e, 3e là-bas. Et c'est un peu tôt, mais ça s'est bien passé quand même parce que le centre de formation commençait à se développer avec l'impulsion de Patrick Rampillon. Ouais. Et avec des très bons éducateurs que j'ai eus durant mon parcours, comme Landry Chauvin, Yves Colleux, Stéphane Virtelac, enfin je vais pas tous les faire, mais ça va être compliqué d'arriver à 13 ans et demi, c'est tôt quand même. C'est tôt quand même. La coupure avec les parents, là. Avec le recul, mais heureusement que mes parents, comme je suis de Laval, c'est pas trop loin, c'est à 1 heure de route. Oui. Donc je les voyais quand même une fois tous les 15 jours à peu près. Mais c'est vrai que c'était un peu tôt. Et on peut manger, les gars. Je dis ça. Bon appétit. Peut-être qu'on va lui demander de réchauffer. Et alors, il y en a qui sont formés à Rennes. Et Stéphane, lui, c'est tout à fait à part. Parce que lui, il arrive pratiquement à l'âge où la plupart des gens prennent certains prennent leur retraite. On peut considérer que j'étais formé à Rennes. Oui. Puisque, en tant que pro, en tout cas, je commence à Rennes. Et avant, t'étais où? Et donc avant, je suis à Thouars en niveau 3e division. Et c'est vrai que Patrick Rampillon, on parlait de Patrick Rampillon, ça faisait 7-8 ans que Patrick essayait de me débaucher et de me faire venir. Et c'est vrai que je savais qu'il y avait déjà Sylvain Wiltord et compagnie. Je voulais pas venir, justement. C'est vrai que depuis les années 90, en fait, Patrick faisait le forcing pour que je vienne. Mais j'avais un coach à l'époque qui s'appelait Bertrand Marchand, qui est décédé depuis, malheureusement. Et qui, lui, me bloquait. Mais c'est vrai que ça faisait des années que les clubs pro souhaitaient que je fasse le pas. Mais j'étais bien dans mon petit club. Parce que tu avais une belle carrière au niveau amateur. Voilà, c'est ça, en fait, au niveau amateur, ça effectivement. Ça fait vite le tour, en fait. Tout à fait. Puis à l'époque, dans les années 90, le niveau 3e division c'était un bon niveau. Mais quand tu arrives à Rennes, c'est en 2e division? Première division? Première division. Ah ouais. Et tu poses la question entre 3e et 1e division si tu as Tu n'en vivais pas. Tu avais un autre métier, tu n'étais pas éducateur sportif? Oui, je travaillais. J'étais responsable d'un secteur, effectivement, enfance-jeunesse. Mais je travaillais, en même temps, je jouais, effectivement. Donc c'est vrai que j'avais les deux. Et en fait, c'est ce que j'ai dit quand je suis arrivé ici. En fait, j'étais moins fatigué quand j'étais joueur pro qu'amateur, puisque je travaillais. En même temps, le soir, je m'entraînais et j'allais en déplacement. Et en 3e division à l'époque, on allait quand même assez loin, puisqu'il y avait 2 ou 3 groupes. Et on a même terminé en national où il y avait un seul groupe. Donc c'était compliqué. Ouais. Donc voilà. Les choses ont fait que je suis parti un peu plus tard. Mais t'as quoi? T'as 28 ans quand t'arrives ici? Ouais, c'est ça à peu près, 28 et des poussières. C'est fou, ça. Donc j'arrive de 3e division, donc en 3e division. Et j'arrive ici, en fait, dans l'Ouest France, il y a un petit bandeau, Stéphane Grégoire arrive pour encadrer l'équipe de réserve. Voilà. Et en fait, bon... Bienvenue. Et ça, je pense... Et finalement, c'est ce qui a fait le déclic, puisque finalement, je suis en groupe pro tout de suite, je joue tout de suite, et puis j'enchaîne, je crois, 110 ou 120 matchs... sans quitter oui, c'est ça. Ouais. Voilà, donc, et tu as joué pratiquement à tous les postes? J'ai fait pratiquement tous les postes au Stade Rennais, excepté gardien. Les postes sur le terrain, exactement. Sauf gardien. Exactement. J'ai pas assez de qualité pour être gardien de but. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'avec Pierre Ricard, qui était entraîneur à l'époque de l'équipe pro, j'aimais bien la fin d'entraînement limité. Donc, aller dans les buts. Imiter Pierre Ricard. Voilà. Donc imiter Pierre Ricard, c'est pas compliqué. Il suffit d'être nerveux et de remonter le maillot régulièrement. Et de boire du café avant les matchs. Et de boire du café exactement avant les matchs.
Tout à fait. Non, mais c'est ça. Mais c'est un truc qu'on pourrait plus voir aujourd'hui, Cyril. Ça se voit plus dans le foot, ça. Des gars qui arrivent à 28 ans. Moi, je me rappelle avoir... J'avais dû faire un match amical contre lui, mais Stéphane était très nettement au-dessus en national. Ouais, Tu étais le joueur référencé et certainement vu par beaucoup de clubs. Oui, tout à fait. C'était un peu... C'était pas... Effectivement, Aujourd'hui, pas sorti du chapeau comme ça. Non, tout le monde savait. Tout le monde savait dans le milieu du foot qu'on avait un phénomène. Mais t'as pas eu peur de passer de la D3 en fait, à la D1 il y a un moment, je voulais pas avoir de regrets. Je dis, soit je tente. Je dis, si je vais pas, Patrick, ça faisait la 1e fois qu'il me proposait de venir. Et je dis, si j'y vais pas, je vais avoir un regret toute ma vie. Et au final, j'ai bien fait de le faire. Et j'aurais dû le faire 2 ou 3 ans avant, effectivement, pour que... Mais avant toi, il y avait eu Nicolas Gousset, ouais, tout à fait. qui était venu de Thouars, la Gousse, et qui avait fait quelque chose d'intéressant à Rennes. Donc, tu avais un exemple à suivre, quoi. Oui, qui était beaucoup plus jeune, mais effectivement, qui avait fait aussi le saut. Il était plus jeune. Tout à fait. Oui. Mais quand tu viens à Rennes, tu viens d'où? Donc je suis à Thouars en niveau 3e division, tu vois. Donc, et très vite, t'es capitaine. Et très vite, je suis capitaine, puisqu'en décembre de la première année contre le PSG ici, je suis capitaine. Voilà. Et puis c'est vrai que c'était une année un peu difficile parce qu'il y avait beaucoup d'arrivées, beaucoup de nouveaux. On était une période d'instabilité au niveau du Stade Rennais. Ah bon? C'était Il y a eu des périodes. C'était Guy David, donc Guy David entraîneur adjoint. Voilà, c'est ça. Et puis non, mais Guy David disait souvent, c'est un jeune dans un corps de vieux. Donc c'était ça. C'est ce qui faisait l'étincelle en fait. Oui. Voilà. 28, c'était considéré vieux à l'époque déjà? À 28 ans, quand tu rentres dans un groupe, dans un club pro, c'est tard. C'est tard. Donc c'est pour ça qu'effectivement, pour beaucoup de gens, j'étais là occasionnellement et j'allais faire, quelques matchs dans la saison. Et non seulement, donc t'es pas là occasionnellement, mais tu deviens titulaire indiscutable. Ouais. Tu joues la finale de la Coupe Intertoto, je me rappelle bien. Capitaine? Capitaine. Oui. T'écoutes pas ce que je dis? Non. Et donc tu es je sais pas moi, 6 mois après être arrivé, tu joues contre Zidane. Finale de la Coupe Intertoto. Oui, Zidane, plutôt la Juventus de Turin. C'est vrai qu'à l'époque, il y a une belle équipe avec Inzaghi, avec Conte, avec Van der Sar et autres. Et c'est vrai que moi, ça m'a toujours... En fait, déjà de passer de 3e division en 1e division, déjà, c'était déjà beaucoup. Et très rapidement, se situer contre des joueurs qui étaient à un niveau dessus. Au final, tout s'est fait naturellement. Donc, j'ai pas eu... ça s'est fait... j'ai progressé au contact et finalement, pour moi, c'est pas extraordinaire. Mais effectivement, aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je dis qu'effectivement, c'était plutôt quelque chose qui n'était pas normal. Ouais. Non, c'est un peu extraordinaire par rapport à... Et tu as senti l'écart de niveau ou... Alors, l'écart de niveau, c'est comme je dis, tout s'est fait progressivement. Bon, déjà, comme disait Cyril, moi, niveau national, c'est vrai que j'étais un peu au-dessus. Donc, j'avais déjà une certaine... Il fallait que je travaille sur l'aspect physique, sur l'aspect un peu plus... tactique, et encore, c'est pas ça où je pense que c'est plus là où j'avais finalement un peu plus d'avance, mais sur l'aspect physique, il a fallu travailler sur les changements de rythme, sur toutes ces petites choses-là, mais très rapidement, au bout d'une saison, finalement, à force de jouer, j'ai progressé très rapidement, finalement. Voilà, c'est ça. Et puis, il n'y a plus le contact d'autres joueurs, c'est ça qui était intéressant. Je reviens sur cette finale contre la Juventus, parce que les plus jeunes qui nous regardent s'en souviennent pas, mais ça s'appelait la Coupe Intertoto, et ça aurait pu être le premier trophée, et l'unique trophée européen du Stade Rennais. Ça se joue en match aller-retour, et à l'aller. Alors le match se dispute pas à Turin, mais à Cesena, je crois. Exactement, ouais. C'était le lieu de vacances des Turinois. Et donc ils se sont dit, on va rester là, on connaît pas ce club, on connaît pas, restons là, et tu tires sur la barre. Ouais, ce que je disais avant, Chamani Nonda me fait une passe, mais il me fait une mauvaise passe. Bah, comme souvent. Ah ouais, non, mais il était nul. Hein. Parce que s'il m'avait fait une bonne passe, je pense que je la mettais au fond. Mais, mais à l'aller et au retour, je frappe aussi, pas juste au-dessus de la... Et c'était Van der Sar dans les buts. Donc Van der Sar faisait 2,50 m. Donc effectivement, pour arriver à le lever, c'était un peu compliqué. Il y avait Inzaghi qui met un doublé. Hein. Exactement. Et Rennes ne gagne pas la Coupe Intertoto, qui était une petite coupe européenne, mais qui aurait pu faire quelque chose. Vous vous souvenez les uns les autres de votre premier match, mais votre premier véritable match en rouge et noir? Vous en souvenez, ou c'est parce que vous avez disputé tellement de matchs, vous vous en souvenez plus? Moi, je m'en souviens. Mais après, moi, c'était plus récent. Ah, Robert, alors. Robert. C'est à Reims. D'accord. C'est à Reims? Non, même pas. Non. Ah bon? Au Restart. D'accord. Quelle année?
65. 65, 66, ouais. Et alors C'était un bon club, le On Red Star, gagne à là-bas, l'époque. ouais. D'accord. Ouais, T'as quel âge, Robert, à ce moment-là? J'ai 20 ans, hein. À l'époque c'était comme ça. Hein. Oui. J'arrivais de Concarneau, moi, à 19 ans. Donc je joue en CFA ici. Et puis l'année d'après, j'ai intégré, et puis petit à petit. Oui, de Parce Concarneau que direct. prendre la place d'un ancien, c'était quelque chose. Je te le dis pour... C'était plus compliqué qu'aujourd'hui. T'avais les titulaires, et puis toi, t'étais juste là, Oui. tu faisais le bouche-trou. Ailier tout ça. gauche, hein, Robert. Oui. Gaucher. Ouais, si on veut, ouais, parce que le pied droit, je sais pas. Ça existe. Je sais pas si ça existe dans le football, mais bon. Non, mais oui, gaucher, 100%. Ok, ça, c'était Red Star. Allez, alors, on va faire un tour de table, Nino. Alors, on explique Nino peut-être avant? Avec plaisir. Mon C'est surnom, pourquoi Nino, c'est un des premiers films qu'on allait voir au centre de formation. Et c'est vrai que quand on est sorti du cinéma, Sylvain, un peu nonchalant, un peu branleur, on a dit « Ah, ça te ressemble un petit peu ». Et depuis, les vrais Rennais à l'ancienne m'appellent Nino. Le film s'appelait New Jack City. Exactement. C'est un film de avec Wesley Snipes, Snipes avec Mario Van Peebles. Exactement. C'est un film de gangster. Et voilà. Et alors, l'anti-héros s'appelle Nino Brown. Exactement. Voilà. Nino Brown, ouais. Moi, j'ai une anecdote. Hein. Moi, mon troisième fils est né en 2000 Il s'appelle Nino. et il s'appelle Nino. Mais non. Il s'appelle Nino parce qu'à l'époque, effectivement, exactement. Parce qu'à l'époque, effectivement, Nino, Sylvain, ça faisait 1 an qu'il était parti. Il y avait encore des fois des banderoles quand il venait jouer et autres. Et c'est vrai que ce prénom, que ce soit moi ou ma femme, on l'a apprécié. Ah, génial. Et en fait, le troisième garçon qui aujourd'hui a 24 ans, il s'appelle Nino. Ah, tu verses une petite larme. Hein. Putain, un moment émotion et tout. Chaud. Ah ouais. T'as pas un Robert dans ta fratrie T'as marqué les esprits. Là, c'est incroyable. C'est trop mignon. J'ai fait 17 ans, j'ai fait 6 ans aussi. C'est pour ça aussi. J'en reviens au premier match. Au premier match, Nino Sylvain. J'ai intégré le centre à 17 ans. J'ai dû jouer à 18 ans et demi. Je pense que c'était un match de Coupe de la Ligue. Rennes-Montpellier. Et je ne sais plus le résultat. Par contre, je sais que j'avais échangé mon maillot avec Fabrice Divert. Ah ouais. L'avanceur. Exactement. Voilà pour moi. Et tu te souviens t'avais été bon? Non, j'étais remplaçant. D'accord. Pareil que Steph, j'ai dû Pourquoi intégrer. tu demandes s'il a été bon? Il était bon. Quelle question. Après, t'es pas. Après, oui, mais t'es resté. j'étais bon au départ. T'es venu plusieurs fois. Exactement. Et on savait que t'allais. Ouais, j'ai intégré le vestiaire des pros. Ouais. Je m'entraînais beaucoup avec les pros, mais après, j'allais en réserve. Et au fur et à mesure, j'ai gratté. On savait. Ah, merci, Cyril. Non, mais parce que évidemment, Sylvain, ça se voyait. avec le côté un peu et un gros travailleur. Ah ouais, beaucoup. Ouais. Un très gros travailleur. Et ça se voyait. On en reparlera. Ça, c'est pour ton premier match. Benoît, alors, ton premier match, c'est Pas quoi? l'aventure. Hein. Non, à T'en as pris combien au premier match? L'aventure, c'est venu via la danse. Donc tout est de la faute de la danse. Ou grâce à la danse. Tu en as pris combien au premier match? Alors, Non, c'était parce que T'as pas quand pris j'étais de arrivé, moi je venais de Ligue 2. et tout le monde n'était pas très chaud pour que tu viennes, d'ailleurs. Non, mais ce qui était normal en même temps. Parce qu'en fait, le club à l'époque avait joué l'Europe. En fait, c'était qualifié pour l'Europe. Et ils avaient 2 gardiens en tête, qui étaient Stéphane Ruffier et David Ospina. Oui. Et dans le staff, il y a Christophe Revel. Et à un moment donné, le club ne peut pas payer les indemnités de transfert de Ruffier et d'Ospina. Donc après, j'étais en concurrence avec d'autres gardiens de niveau Ligue 1, milieu de tableau, etc. Et là, Christophe Revel dit, plutôt que de payer un transfert sur ces gardiens-là, moi, j'ai un jeune gardien qui est libre, qui a 23 ans, que j'ai connu à Vannes, etc. Et je pense qu'il faut lui faire confiance. Appuyé aussi par le rapport de Charles Bietri, à qui je pense beaucoup, et qui je suis très proche, on est voisins à Carnac, exactement. Et donc, du coup, à un moment donné, le club prend l'option, mon option à moi, sachant que je m'étais mis d'accord avec Lens à l'époque. Ah oui. Voilà. Et donc, du coup, quand moi j'arrive, en fait, la décision se fait en mode... Et je l'avais déjà raconté, c'est que Pierre Drossi, avec qui ça s'est très bien passé, mais dit à Christophe, bon, on va prendre ton gardien. Par contre, ton gardien, s'il n'est pas bon, il saute, et toi, tu sautes en même temps. Wow, pression. Grosse pression. Christophe, Grosse pression. là, on se parle en famille un petit peu, mais Christophe a porté ses
Parce qu'il a dit pas de problème, pas de problème. Et donc mon premier match, il est à tour préliminaire. On avait joué Étoile Rouge de Belgrade en second tour. C'était à Tbilissi, un truc en Géorgie, je crois. Ah oui, un truc qui en finit pas. Ouais. Donc on avait gagné 5, j'avais pris 2 buts en plus là-bas. J'ai dit, ouais. En Géorgie, tu vois, tu prends 2 buts sur le premier match, il y a les nerfs. Mais ça va, on était passé. Ouais. Donc c'était ton premier match. Ouais. D'accord. Mais c'est vrai que il avait fallu convaincre, c'était qui le coach Antonetti? C'était Fred Antonetti, ouais. Il faut le convaincre, ouais. Ouais, qui était, au début, qui il n'est pas facile, très chaud non plus. C'est pas une critique ou être négatif sur sa vidéo de lui, c'est normal. Moi, j'arrive de Ligue 2, j'ai beau être nominé meilleur gardien de Ligue 2. Le cut entre la Ligue 2, un bon club de Ligue 2 qui est Sedan, et un club qui joue l'Europe, le coach, un gardien, il veut des garanties. Et il en a beaucoup plus avec David Ospina ou Steph Ruffier qu'avec Ben Costil. Ouais. Et alors, comment tu le convaincs? À l'entraînement, je bosse et tout. Et je me rappelle d'une phase à la Thala Solkarnak en stage, où à un moment donné, il voit que Steph Ruffier signe à Saint-Etienne. Et en fait, ça fait la première page de l'équipe. On est à table au petit-déj, et là, Fred Antonetti dit « Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit !» Et moi, je suis au bout tu te tiens bien, hein? Il y a quelques trucs. Entre Fred Antonetti et Roland Courbis. Mais du coup, il annonce ça. Moi, je me sens un peu mal. Et en fait, ce qui avait fait les choses, c'est que on a fait quelques entraînements, les joueurs m'avaient vu, et puis on avait fait la soirée de stage. Hein. Donc j'avais appris à connaître les joueurs, machin, etc. Bah oui. Non, mais il fallait se faire accepter aussi comme ça pour apprendre à se connaître. Il y a un gros moment avec Benoît, un déclic, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec lui. Il y a un entraînement en préparation d'avant-saison où en fait, le coach met ses coups de pied arrêtés en place. Coup de pied arrêté défensif. On faisait ça, voilà. Ouais. Benoît met son mur en place et Antonetti dit non, Benoît, le mur par là. Il dit non. Les mecs, où je vous ai dit. Ouais, non. Il a dit non, le mur, il est là. Et à partir de ce moment-là, il a gagné la confiance du coach. Voilà. Et il s'est imposé. Et il a gagné la confiance du groupe. Mais après ça... Finalement, le mur s'est mis là où il voulait. Ouais. Non, mais pour te dire ça, c'est Il y est toujours. Il est à Carnac. Non, mais attention. Ils ont fait un immeuble. Attention. Mais pour être très transparent, c'est que Fred Antonetti, c'est compréhensible sa démarche. Et après, quand les matchs se passent, etc., c'était le premier à reconnaître la qualité de mes matchs, que je faisais un bon match, et à le reconnaître. Donc il n'avait rien contre moi. Hein. Non, ok. Donc, il y a une intelligence du coach de reconnaître. Et bien sûr, il était clean et il n'y a pas eu de problème. Non, mais le gardien, c'est un poste sensible. Et puis moi, je prenais la succession de Nico Douchez sur 3 ans, donc il signe au PSG, qui avait été excellent, etc. Oui. Pas simple. Hein. Tu te trompes sur un gardien, ta saison, elle est flinguée. Hein. Et aujourd'hui, tu es le 3e gardien le plus capé du Stade Rennais. Derrière Pierre Icard, et un garçon qui s'appelle Louis Pina. Oui. Quelle année ça? Ah ben j'en sais rien, t'as pas joué avec eux? Les années 50. Les années 50. Les années 50. Pina, c'était mon grand-père, alors d'accord. Mais rassure-moi, je suis sûr dans le top 10, parce que mon père m'a grondé il y a 2 jours. Il m'a dit, t'es sorti du top 10 des joueurs quand tu jouais avec le Stade Rennais. Il m'a grondé, mon ça, père. j'ai pas la stat. Je suis journaliste, pas la stat. Bah non, c'est ça, quelquefois, la faille. Hein. On va vérifier. Bon. Jimmy, ton premier match, c'était quoi? Mon premier match, c'est assez symbolique parce que c'est contre PSG. Donc, région parisienne, nous, petits, c'est le Parc des Princes, forcément. Et c'est une année où on joue le maintien, en plus, avec Vaïd. Donc, je commençais déjà à faire des entraînements depuis janvier avec les pros. Et il me lance à 2 journées de la fin. On va à Paris, on joue le maintien. Voilà. Et du coup, il me fait rentrer... Non, je me fais rentrer à la fin. Je m'échauffais avec Ronaldinho. Tu sentais qu'il y avait un truc qui... T'avais ton strap? Ouais, le strap toujours. Ouais, les F50 bien noir et blanc. Voilà, tu connais, voilà. Et en fait, il me fait rentrer en fin de match à Paris, au Parc. Donc, grosse première, devant ma famille, devant mes amis. Et t'avais distribué des billets un peu à tout le monde? Ouais, pas trop, parce qu'à l'époque, bon... je ne peux pas non plus régaler tout le monde, c'est restreint encore, mais... Premier contrat, petit salaire. Voilà, oui. Non, j'avais même pas encore de contrat pro. Tu rigoles, Rampi, il a casqué pour l'avoir à l'époque. Pour inviter tous les potes, non. Et du coup, non, à 17 ans, donc non, pas encore de contrat pro. Et puis, après, on se maintient le week-end d'après à domicile, donc voilà, top. Ah ouais. Top première. Quel âge? 17, et ton premier but? Mon premier but, l'année d'après. Du coup, en 2000, après c'était 2003, 2004, fin 2004. J'ai attendu longtemps avant de mettre mon premier but. Mais vous aviez une génération de fous. Hein. Ouais, il y avait quand même... 85, 6 à Rennes. Mais après, c'était une époque, aussi, malgré tout, il y avait quand même Alex Frey devant.
Ouais. Donc on patiente, on joue à droite, on joue à gauche, et le poste de numéro 9, il est dur d'aller le chercher, quoi. Ouais. Et finalement, voilà, avec de la patience et puis aussi le départ de Fry. Le départ de Fry qui fait que vraiment je m'impose. Et je me rappelle qu'à l'époque, en effet, il part à Dortmund. Et il a une interview où on lui pose la question quel attaquant le club devrait prendre. Il a dit pas besoin de prendre un attaquant, il est là, il attend depuis un moment. Il t'a fait la passe. Ça, voilà, il m'a fait une passe D. C'est un seigneur. Il t'a fait une passe en profondeur. Et Rome, t'as joué avec Alex Fry un petit peu? Tout petit peu. Il faut savoir que moi, du coup, avec Alex Fry, j'étais dans son ombre, forcément. Donc, du coup, j'ai joué à droite, j'ai joué à gauche. Mais à l'entraînement, on devait aller faire les centres. Pour lui, c'est l'avant-centre. Mais moi, je suis formé avant-centre. C'est-à-dire que mon rôle, moi, depuis tout petit, c'est marquer des buts, c'est pas de faire des centres. Oui. Et du coup, quand j'allais au centre et que j'étais à droite et que de l'autre côté, il y avait Monterrubio à gauche, c'était pas la même qualité de centre, forcément. Il recevait des ballons de la gauche. Forcément, c'était pas la même qualité. Et j'ai pris 2-3 soufflantes par Fry. Ah oui, parce qu'il pouvait être comme ça. Il était c'est ça comme que tous les attaquants. Est-ce que vous aviez une relation On avait une super relation, mais c'était un perfectionniste. Et en effet, il ne recevait pas les mêmes centres. Et quand il voulait le ballon là, il sait que s'il reçoit le ballon là, c'est but. Mais si tu lui mets à 10 cm, peut-être, lui, ça lui change tout. Mais en final, c'est un mec qui t'a beaucoup donné dans ta carrière, en fait. J'ai adoré. Ses petits conseils, cette exigence et tout. Cette exigence. Tu aimes de le voir s'entraîner. Rien que de le voir s'entraîner. Et après, moi, à mon poste, pareil, quand j'avais des centreurs, j'avais cette exigence, mais ça m'a fait progresser. Oui. Et du fait, j'ai pu jouer à droite, À gauche. faire de meilleurs centres. La polyvalence. Et finalement, après, je vais à Lyon. Je signe en tant que milieu droit, pas en tant qu'avant-centre. Et cette polyvalence, ça fait que ça m'a avantagé. Donc voilà, super souvenir. Ah oui, et puis c'était un gars qui n'avait pas sa langue dans et sa ça, poche. c'était 2003, y compris avec la presse. 2004, Quand ça allait pas, le vrai Suisse vrai Suisse allemand qui est capable de râler. Quoi. Ousmane, ton premier match, c'est quand? Mon premier match, moi, ça date, c'était en octobre 95. Donc j'avais 18 ans. Et c'est pour l'anecdote, c'est Michel Le Millinaire qui me lance. Ah, Mimi. Et il a entraîné mon papa à Laval. Donc on a un lien particulier puisqu'il a eu soit le papa et le fils. Donc je le garde vraiment en mémoire. Tu te souviens du match contre qui? C'était contre Nice. D'accord. Nice, et je pense que Sylvain jouait, et peut-être même Cyril, parce que Cyril, j'intégrais un petit peu à l'époque le groupe pro. En 95. Donc, et vous faites quoi? On a gagné 1-0 en plus. Moi, je suis rentré peut-être 15-20 minutes, j'avais une pression incroyable, mais bon, ça va, j'ai pas fait de gaffe. Alors, l'histoire pour les plus jeunes encore, qui nous suivent, c'est que finalement, ton départ fait presque plus parler à Rennes que ce que tu as fait à Rennes. C'est vrai, parce que je suis très jeune, tu pars. Ouais. Je suis resté quand même longtemps à Rennes, je suis resté 8 ans, je suis arrivé à 13 ans jusqu'à 21 ans quand même, parce que j'ai fait, je crois, 45 matchs en Ligue 1 avec Rennes. Mais c'est vrai qu'avec Michael Silvestre, on est parti en étant en fin de contrat. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que on n'a toujours pas. Dis la vérité, hein. Ouais. Moi, je dis la vérité. Là, c'est ton moment, Ousmane. Ousmane, c'est ton moment. C'est Noël. C'est Noël. Sans ça, il n'a pas à manger. Oui, voilà. Sinon, tu manges pas, ouais. Pas nous, de on dessert. mange pendant que tu racontes. Non, ce qui s'est passé, c'est que nous, au départ, on voulait rester à Rennes. On était stagiaire pro, et à l'époque, il fallait un nombre de matchs pour passer pro. Ouais. Exactement, 15 ou un truc comme ça. 15, et après, je suis plus de 30 sur plusieurs saisons. Bref. Donc nous, on commence à intégrer le groupe pro très rapidement, parce que moi, je joue à 18 ans, Michael Silvestre, c'est pareil. Et on commence à aller en équipe de France U20, on était déjà dans les équipes de France de jeunes, on était remarqués. U20, Espoir. Et donc, évidemment, il y a des clubs qui peuvent s'intéresser à nous. Bien sûr, bien sûr. Nous, notre volonté première, c'était de rester au Stade Rennais et de s'inscrire, dans la lignée du club et de rester pour progresser. Excuse-moi Ousmane, juste une question. Le club était aussi réputé en termes de formation à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui, etc. Pas encore, mais ça commençait, justement, parce que Sylvain avait commencé à jouer, il y avait aussi Jean-Claude Darcheville qui commençait à sortir. Il y avait Laurent Huard, il y avait Sylvain Ripoll aussi avant. Et Ousmane, il y a eu aussi, c'était pas l'arrêt Bosman qui venait d'arriver? Ouais, voilà, il y a l'arrêt Bosman qui venait d'arriver, donc ça a chamboulé un petit peu tout le marché des transferts. Et nous, disons qu'après, on a bénéficié d'une jurisprudence qui fait que quand tu signais pour un club pro, pour un club étranger, tu pouvais partir. Mais ce n'était pas encore acté. Et donc, on a foutu le bordel, en gros, avec Nicolas, en signant à l'Inter, parce que vous êtes ça a tout chamboulé. Les deux vrais Français. Et il y a Nico Anelka aussi qui a fait ça aussi avec Arsenal. Sébastien Frey un peu plus tard, peut-être. Lui, il était vendu par Cannes.
il a été vendu. Mais nous, vraiment, on a été au bout du truc. Ce qui était à leur défaveur, c'est vrai que cet arrêt Bosman, ça a été une révolution dans le milieu du foot. Oui. Effectivement, ça a été ensuite intégré par les clubs qui ont commencé à regarder les jeunes joueurs qui commençaient à jouer d'un œil différent. Alors que pendant des années, effectivement, il y avait cette obligation du jeune joueur de faire un certain nombre de matchs, de signer à l'achat, etc. Donc cette histoire, elle est arrivée à un moment donné, un moment de bascule, où les clubs n'étaient pas prêts. Donc, tu vois, il n'y a pas de méchant et de gentil dans cette histoire. Tu vois, oui, c'est ça, c'est un contexte. C'est un contexte général. Même après, des trucs comme des histoires comme ça s'est poursuivi. Parce que nous, à l'époque, Ousmane, c'est pareil. Ousmane, c'est pareil. Sa dernière année, il risque de partir libre. Et pourquoi ? Parce que le club. On parle de Dembélé. Tu te rappelles cette histoire-là, la danse ? Ouais, le club lui fait pas confiance. Le club lui fait pas confiance au départ. Tu te rappelles en stage ? Et après, Attends, pardon, vas-y. Non, mais en stage, on a le problème avec Ousmane. Il est en conflit pour partir. Je crois qu'il avait Leipzig à l'époque. Non. Dortmund, si, à l'époque, avant de partir. Avant Dortmund, c'est Leipzig. Salzbourg, pardon. T'as raison, PG, t'as raison. Le coach, il savait pas quoi faire. Mais sauf que nous, il est venu une fois à l'entraînement. Il revenait pas pendant 3 mois à l'entraînement. Puis il revenait, sauf que les 2 fois qu'il était venu, il mettait le turbin à tout le monde. Mais le petit, c'est un phénomène. En fait. Et donc, du coup, un jour, le coach, il nous connaît, je crois, la danse, moi, Benji André et Sylvain Armand. Et il nous dit, le pourquoi du comment, on ne le sait pas. Mais en fait, il ne vient pas en stage, je crois. Ah, il vient pas en stage. Et le coach, il nous croit, il nous dit, mais qu'est-ce que je fais ? Comment je gère le cas avec le petit ? Il dit, coach, vous voulez gagner des matchs ? Il faut qu'il soit là, le petit. On n'est pas là, il est jeune, il a le droit de, même s'il a eu une attitude ou quoi que ce soit, il a le droit de se tromper, etc. Déjà, d'une. Parce qu'il est jeune. Et puis de deux, le petit, il est là, il est super fort, quoi, en fait. Moi, je me mets à sa place, je réagis comme lui, je suis désolé. Mais sincèrement, c'est le joueur le plus fort individuellement que j'ai vu. T'as vu comment c'est le plus jeune, le plus fort. Il venait une fois, on faisait des petits jeux, il mettait le turbin à tout le monde, il repartait 2 mois avec la réserve. Il faut se mettre à la place du jeune aussi. Moi, c'était dans ça que je disais que c'était un peu pareil, dans le sens où tu as des jeunes parfois qui sont en centre, qui sont super forts, et tu vois qu'au niveau, à l'étage supérieur, en pro, ça recrute des joueurs à ta place qui sont pas forcément plus forts que toi. Mais qui ont un nom. Et toi, on ne te donne pas ta chance. Donc, à un moment donné, forcément, tu arrives en fin de contrat, tu explores tes options. Oui. Mais après, on te fait passer pour les méchants. Voilà. Et ça, c'est un truc qui, pour moi, c'est dommage dans le foot. Cela dit, Ousmane, t'as toujours gardé une bonne image, finalement. Ça se finit pas très bien, mais c'est quand même ton club formateur. Oui, moi, c'est un club que je garde dans mon cœur, de toute façon, parce que j'ai passé, comme je disais, toute mon enfance, mon adolescence à Rennes. Et donc, je suis toujours resté attaché au club. Je suis revenu de temps en temps, justement, par l'intermédiaire de Stade Rennais Historic Club. Il paye sa cotise. Voilà. Très bien. À Bordeaux, il paye. Avec une carrière incroyable. Milo aussi, mais... Merci. Merci. C'est vrai que Lazio, Manchester City... Après, je suis parti aussi pour une très, très grande équipe. Avec Mika, on est allé à l'Inter de Milan. Il y avait Ronaldo qui venait de gagner la Coupe de l'UEFA, qui venait de faire la Coupe du Monde 98. C'était un rêve aussi. Il faut se mettre à la place d'un jeune joueur. Et vous avez joué tout de suite là-bas ? Moi, j'ai joué tout de suite. Mais après, ça c'est compliqué parce qu'à mon poste, il y avait Simeone, il y avait Aaron Winter, il y avait Paulo Sousa, il y avait Benoît Coé. Oh, notre Checo, c'est notre coach, ça. Tout à l'heure, on parlait de la formation rennaise. Peut-être qu'effectivement, le cas de Ousmane et de Mika a mis aussi en valeur la formation rennaise. Oui, aussi. C'est ça aussi, si on veut positiver. C'est-à-dire qu'on a eu ces 2 joueurs-là qui sont partis tôt et qui ont fait le bonheur de d'ailleurs, il y a des joueurs ça a mis en valeur la formation rennaise. Donc, quelque part, le club, peut-être qu'à l'instant T, a été perdant. Pénalisé, mais sur certains choix de jeunes joueurs qui pouvaient venir à Rennes, on m'a dit qu'ils sont venus aussi parce qu'ils ont vu que nous, on jouait... Puis ça a mis en alerte le club. Bien sûr. Ça ne s'est plus jamais reproduit. Tu as raison, Jimmy. Parce que même avec Ousmane, finalement, ils ont trouvé une solution. Et c'est grâce à Michael Silves. Et c'est grâce à tout ça. Mika, qui était revenu au club. Quand tu entends parler Ousmane aujourd'hui... Ousmane Dabo et Ousmane Dembélé, c'est des mecs qui sont hyper attachés au Stade Rennais, en fait. Oui. Donc ils n'en veulent pas ou quoi que ce soit. C'est des gens qui... Il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Oui, on voit bien que le club a marqué, quand même. Alors, j'aurais qu'on parle des moments ou des gens que vous avez croisés, si vous en avez plein. Moi, je voulais juste... les premiers matchs en face. Ah oui, mais on l'a pas déjà fait avec PG, son premier match.
Moi, c'était ici. Il en a parlé. Moi, si, il en a parlé. Non, Jimmy, il suit. Il en a parlé. Non, il en a parlé. Georges, non. Ah oui, c'était contre Lyon, ici à domicile. Ouais, non, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Ah oui, c'est vrai. T'as raison de suivre. T'as raison de suivre. Non, donc c'était pas ton premier match. Premier derby. Ah, d'accord. Les derbys, c'était quelques matchs après mon premier match, c'était ici à domicile. Voilà. Et Cyril, toi, il est à venir ton premier match, non? Je sais pas, je me rappelle plus. Mon premier bon match, peut-être. Vas-y, continue. Oui, PG, ouais. Moi, c'était une après-midi ici contre Lyon. Je me rappelle, une Titi prend carton rouge en première mi-temps. Je crois qu'on perd 1-0. But de Bafé Gomis. J'avais joué ailier droit, alors que juste avant, j'arrive d'Auxerre et je jouais ailier gauche. Oui. Et du coup, c'était un peu bizarre de découvrir la Ligue 1, un poste que pas que je connaissais pas, mais j'avais joué en équipe de jeunes. Mais c'est vrai que je m'étais spécialisé sur le côté gauche. Donc se faire des repères dans une nouvelle équipe, dans un nouveau championnat, pas évident. Non. Mais c'était une belle découverte. Et qu'est-ce qu'on fait sur ce match? On perd 1-0, je crois. La tête de Benoît. Mais c'est là où on voit les grands joueurs. Jimmy s'adapter, Georges s'adapter. Donc voilà, c'est ça, un joueur. Un joueur est capable de s'adapter. Comme il avait dit, Benoît, j'avais eu d'abord 6 mois d'adaptation. Et après, j'ai convaincu le coach sur la saison d'après. Et il m'avait fait jouer à gauche toute cette saison. Dès le départ, il m'avait fait jouer à gauche. Sur la fin de saison, j'avais fini par jouer à gauche, sur le côté gauche. Mais c'est vrai que sur la 2014-2015, je joue à gauche et c'est là que j'explose. Bah oui, et qu'il y a l'équipe de France qui arrive après. Quand même, s'il y a un truc, j'aurais votre avis à tous, c'est le but. Vous vous en souvenez tous que Marc... Alors ça doit l'énerver quand on en reparle, Paul Georges. Non. Le but qui marque à Reims de la tête, un but de cours d'école. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais tu s'arrêtes. Vincent, le ballon part par terre. Vincent, tu sais qu'à la fin du match, on est les premiers à dire mais qu'est-ce que t'as fait? T'as pété les plombs complets. T'as pété les plombs. Tu les as chambrés, là. Et lui, en fait, il a une remarque où, en fait, quand il te raconte le truc, excuse-moi du terme, mais tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Non, mais ça, c'est. On est là, dans la douche, on rigole et tout, machin. Je dis mais qu'est-ce que t'as fait, etc. Parce que moi, j'étais choqué, ça part d'un dégagement que j'ai fait. Pas un dégagement, une relance. Relance, sur de la tête. Après, Reims, ils font n'importe quoi. Et PJ nous dit, mais en gros, mais qui n'a pas rêvé de mettre un but comme ça? En fait, c'est ça. En fait, il a réalisé le rêve. Et puis après, il te dit, mais s'il n'y avait pas eu erreur de l'adversaire, ça se fait pas. les jeunes, ils n'ont pas à se plaindre. S'il n'y a pas eu erreur, il n'y a jamais ça. De deux, bah moi, je kiffais mettre un but comme ça. C'est quoi, PG? C'est un pari? C'est un truc où c'est sur l'impulsion du moment, tu décides de faire ça parce que tu as toujours rêvé de faire ça? Ah, elle est bonne la viande, hein. C'est bloqué. C'est bloqué la Wagnino. C'est ça le Maghreb. Non, du coup, c'est... en fait, c'est un but qu'on a tous mis en jouant avec ses potes au quartier, etc. Et on n'a même pas toujours réussi à le faire, mais... Et en fait, c'est un but que j'avais mis à l'époque quand j'étais en 13 ans, en 13 ou 14 ans nationaux, fédéraux à l'époque. Et j'avais mis ça à l'époque où je jouais à l'ES Viry-Châtillon, à un match où il y avait mes potes au quartier qui étaient venus. Justement, ils étaient autour du terrain et j'avais eu l'opportunité de le faire, je l'avais fait. Même à cette époque-là, on m'a dit « Ouais, t'es un fou, etc. » Et je me suis toujours dit ce jour-là, faut que je refasse un truc comme ça, si jamais j'arrive à... Et j'étais loin de penser à ce moment-là que j'allais jouer en tant que professionnel déjà. Et comme il a dit Benoît, une suite d'erreurs, de dysfonctionnements dans la défense rémoise. Et l'occasion, elle se présente. Et d'un coup, en une fraction de seconde, tu as un flashback. Un flashback en une fraction. Franchement, c'est comme dans les films, en une fraction de seconde, tu vois la scène. Ouah, la même scène, qu'est-ce qui s'était passé. Tu décides. Je le fais, je le fais pas. Je stoppe le ballon, je me mets à quatre pattes et je le mets de la tête. Je vois le gardien, il s'est arrêté. T'as qu'Alfred, il était loin. Allez. Tu vois, en une fraction de seconde, tu dis c'est maintenant ou jamais. C'est mon moment. Je l'ai fait. Et sur le coup, même quand je me relève, je vois tout le monde, je vois les réactions et tout. Et c'est Abdoulaye qui arrive, il me dit mais t'es un fou. Et moi, je me souviens des défenseurs rémois totalement dingues derrière toi. Et on va pour célébrer et je vais, je me souviens plus du nom du défenseur central, comme un Ghanéen.
Il est un défenseur central qui joue avec Nanga. Même il aimait trop s'embrouiller avec Kola Toivonen. Ah oui, si. Il gagnait un Reims. Oui, je vois bien. Ouais. Mais oui, mais tu nous donnes pas le nom quand même. Tu vois bien. Nous aussi, on voit tous bien. Ça sert à quoi de dire ça? John Boy, voilà. John Boy, il est en train de s'échauffer sur le côté et on va. Et je vais célébrer avec lui, on danse, etc. Et je vois derrière tous les joueurs de Reims, le capitaine en premier qui arrive. Il se dit, mais t'es un fou, mais t'es un malade, c'est quoi ce manque de respect? Il voulait en gros en déco, tu vois. Et t'as Philippe Montagnier qui me sort 2 minutes après. Mais pour te protéger. Voilà. Ils vont te casser la jambe autrement. Moi, je suis défenseur central. Je t'annonce que là, tu serais pas pas. Là. Mais moi, ça m'aurait pas dérangé parce que moi, j'aime ça. Tu vois, la compétition. Si tu veux me rentrer dedans, on va se rentrer dedans. C'est pas le souci. Mais pour moi, c'est vraiment pas question de manquer de respect. Si ça se présente. Peu importe l'équipe qui est en face, même si les gens me disent si ça avait été à Marseille, est-ce que tu l'aurais fait? C'est juste que... Tu l'aurais fait à Marseille? Le moment s'est présenté et c'était Reims. Mais ça n'a rien à voir. Et à cette époque-là, comme ils ont dit, je suis un jeune, j'arrive, j'avais pas conscience de tout ça. Moi, je suis pas un mec qui a conscience. Je suis pas un mec qui a conscience des médias. À l'époque, je viens de Ligue 2, c'était pas médiatisé comme maintenant. Mais là, ce but, c'est génial. Jimmy, moi, quand j'ai vu faire ça, je lui ai dit merci. Merci. T'as rêvé de le faire? Mais bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Quand on est attaquant. J'ai pas la folie de gardien, j'ai l'énergie, j'ai pas ça quand même. Mais oui. Mais en fait, non, on a tous rêvé, on l'a tous fait étant jeune et voilà. Nous, alors forcément les défenseurs, ils le voient d'une façon. Nous, attaquants, on kiffe. Je me dis que Sylvain aurait pu le faire. Ouais, c'est vrai, mais j'ai pas eu l'occasion. C'est ça, en fait, c'est rare. Que le gardien, il sorte de sa surface, qu'il n'y ait personne dans le but et que tu aies le temps de pouvoir faire ça, c'est un truc qui arrive jamais. Parce que tu marquais jamais de la tête. Si, j'en ai mis quand même. Ah bon? À un moment donné, respecte Vincent. Respecte le joueur. Attention, oui. À un moment donné, on trouvait sur les pénaltys que la Panenka, c'était un manque de respect. Oui, à un moment donné. La Panenka, ouais. Bon, à un moment, il disait que c'est notamment parce que Landreau aussi en avait loupé une. Mais finalement, c'est devenu. Tout le monde le fait. C'est un geste technique. Non, mais bien sûr. Et tout le monde ne le réussit pas. Oui, tout le monde. Donc c'est pas si facile d'en mettre des Panenka. Robert, quand il entend parler de la tête, il dit ah, ça se fait pas. À l'époque, non. Non, ça se serait pas fait. C'est là où on il n'y avait pas de VAR à l'époque. Il n'y avait pas de VAR aussi. Non, mais c'est vrai. Mais Paul, c'était quelqu'un qui assumait tout. Paul, il pouvait avoir un côté agaçant parfois, il faut dire ce qui est. Mais c'était un garçon qui a toujours tout assumé. Avec une grande intelligence. Tout ça, oui. Sur l'aspect Paul, vous pouviez parler de plein de choses. Et PG, il pouvait avoir un côté où, je sais pas, il venait dans le truc, il était dans le mood, etc. Bon esprit. Et le lendemain, il nous cassait la tête à l'entraînement parce qu'il allait râler, en fait. Mais il assumait tout. Et en plus, au-delà de tout ça, c'est que c'est un mec et que j'aime beaucoup, mais qui est vraiment intelligent. Très intelligent. Et quand il fait ce geste-là, mais quand il fait ce geste-là, en fait, il me cloue le bec dans le vestiaire. Quand il me donne sa réponse, moi au départ, je me dis qu'il a pété les plombs. Et après, il me donne sa réponse. Ça, c'est les trucs de folie. Ouais, vas-y, qui font le foot, qu'en fait, qui font la vie. Le mec est tellement content que jamais va faire ça. Mais tu ne l'as jamais refait de ta carrière. Non, tu n'as pas fait. Même au Vietnam. Il n'y a pas eu l'occasion. Est-ce que les uns ou les autres, vous avez fait des trucs un peu fous sur des terrains? Des trucs dont vous n'êtes pas forcément très fiers aujourd'hui, mais finalement, avec un peu le recul... Tu parles sur le terrain? Ouais, on va parler. Après, on va parler. On va parler hors terrain après. C'est tout, t'inquiète. Non, on parle de foot. Pour l'instant, on parle de foot. C'est bon. C'est quoi les plus grands joueurs que vous avez côtoyés ou croisés quand vous aviez le maillot rennais sur les épaules? Romain Danzé. Oh! T'as dit qui? Romain Danzé. Romain Danzé, d'accord. Il a fait toute sa carrière. Franchement, je trouve ça beau. De pouvoir avoir la constance, d'à chaque fois être mis face à l'adversité et de répondre présent et de durer sur le temps et de rester intègre, tu vois, traverser les époques. Qu'est-ce qu'il maraboute tous les gars qui arrivent à sa place pendant des années. Chaque année, on lui ramène un concurrent. Chaque année, il tue le concurrent. Excuse-moi de te couper. Mais ils n'avaient pas des bons contrats. Mais tu te rappelles de sa phase préférée à la danse? Non, c'était quoi? En chaque début. Souvent touché. Jamais coulé. Tu sais qu'ils viennent de Douarnenez, il y a plein de bateaux. Ouais, voilà. C'est la bataille navale. Non, mais donc d'accord. T'as raison quand tu parles de ça. Romain. Nous, on le sait tous que faire des bons matchs, quelques bons matchs, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, etc. On va dire que c'est à la portée de tout le monde. Ouais, exactement. Mais la vraie valeur d'un joueur, c'est la durée. Hein. C'est ça. Et c'est pas tout le monde. Et j'en suis la preuve. Tu vois, j'en suis la preuve. Avoir la consistance de durer dans le temps,
dans un environnement concurrentiel. Ouais. C'est pas. Ça, nous, on le sait. Mentalement, t'as des regrets, Paul Jean, de ne pas avoir. Non, moi, je peux pas avoir de regrets parce que c'est pas forcément dû. Beaucoup de blessures, à des choix. Beaucoup de blessures. C'est Dieu qui donne la santé aux uns et la reprend aux autres. Tu vois. Je sais que j'avais les qualités pour et je pense pas que ce soit dû à un rythme de vie exécrable ou quoi. C'est juste que ma constitution osseuse, ça a été ça mon problème. Et puis c'est les molécules, tu sais, l'équilibre entre ta masse musculaire qui était impressionnante et ma masse osseuse, énorme, ça a été ta masse osseuse, les forces. Et mes tibias, ils se sont fissurés tout seuls. Non mais c'est vrai. Je reviens sur ma question des joueurs ou des gens que vous avez rencontrés qui vous ont marqué. Moi, Jocelyn Gourvenec. Ah ouais, très super technique. Ouais. Aux entraînements, il me disait toujours, fais toujours une bonne passe. Parce que l'entraînement, c'est pas pareil qu'un match. Mais déjà, fais une bonne passe à l'entraînement et tu auras l'habitude de faire des bonnes passes en match. Et le deuxième, Stéphane Guivarch. Ouais. Ah oui. Je suis attaquant, je le regardais, surface. Tu te rappelles, il arrivait à l'entraînement, il frappait direct. Direct, boum, sans échauffement. Sans échauffement. Et il a fini 2 fois meilleur buteur. Ah oui. À Auxerre et à Rennes. Oui. Impressionnant. Oui. Ouais, impressionnant. Devant le but. Moi, je suis devant. C'est vrai, tous les spécifiques qu'il faisait, j'étais impressionné. Ah ouais. Et il a mérité sa place en Coupe du Monde. Oui. Normal. Il n'a pas été payé en Coupe du Monde. C'est dommage. Son but, là, en Coupe du Monde. Il arrive devant le goal là. Moi, c'est les 2 joueurs. Il serait rentré dans l'histoire. Ah oui. Ok. Guivarch et Gourvenec, qui était Joss, qui était. Ah, Joss, un technicien. C'était la classe. Très fort. Ça l'est toujours quand on le croise. Ah ouais. Élégant. Les anciens de cette époque qui donnaient des vrais conseils. Je vais en citer un parce qu'en plus il y a eu un petit couac un peu avec le Stade Rennais dernièrement et en fait ça me tient à cœur parce que ce mec-là j'ai trop d'affection pour lui, je l'aime beaucoup. Et j'en ai parlé avec Cyril il y a 1 mois. Moi je veux dire Yann M'Vila. Sur le talent du joueur et sur le mec qu'il est. Et en fait, il a eu des propos vis-à-vis du Stade Rennais dernièrement. Un peu dur, mais Yann, c'est un écorché vif. Et donc, du coup, il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qu'il a pu dire. C'est un mec qui est profondément attaché au Stade Rennais. Vulgairement, un putain de talent. et en fait, on a mis plein de choses sur son dos à une époque qui n'étaient pas, en fait, ça ne reflétait pas l'image qu'il avait. Yann, c'était le premier. On sortait le portail de la pive, il sortait de sa voiture. Ouais, il avait une Lamborghini. Et alors ? Oui. Et alors ? Il sortait de sa voiture, il faisait des photos avec les jeunes. Il était respectueux, gentil, il respectait tout le personnel, respectueux des joueurs. Le joueur, le talent du joueur et la qualité de l'homme, fantastique. Yann, si je dois en dire un, j'irai Yann. Moi, j'en ai vu des jeunes joueurs commencer et lui, Yann, je me rappelle très bien de son premier match ici contre Marseille. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est le meilleur premier match d'un jeune joueur que j'ai vu. Où tu as l'impression que le type, il est là depuis 10 ans. Il est au milieu du terrain et c'est le boss. 18 ans, il joue contre Marseille ici. Et là... Alors, il t'a surpris aussi, Robert ? Moi, c'est ce que j'ai vu de meilleur ici depuis... Ah oui ? Ah oui. Et qu'est-ce qu'il y avait il a dominé dès qu'il est rentré. Tout de suite. Milieu de terrain, j'ai jamais vu ça. Ah oui, tout de suite. Même avec l'équipe de France. Blanc, pareil, il a fait pareil en équipe de France. Il le prenait pour mettre devant sa défense. Et il prenait lui d'abord et puis les autres autour. Et d'ailleurs, le milieu de terrain de l'époque de l'équipe de France, quand tu mets la doublette Abou Djabi, Yann M'Vila, à l'époque où ils jouent ensemble, tu te dis, mais pendant 10 ans, les gars, vous pouvez dormir tranquille. C'était 2 phénomènes. Et puis après, trajectoire un peu exceptionnelle. Mais ici, les matchs qu'il a fait en rentrant, tu te dis, il a 15 ans de métier. La fameuse 15 ans de métier, il prenait tous les ballons de la tête parce qu'il se plaçait bien. Moi, je le croise après à Saint-Etienne, c'était toujours aussi qualitatif. Ah ouais. C'était incroyable. Qu'est-ce qui devient, Yann ? Il est à Caen, là. D'accord. Tu t'intéresses qu'au Stade Rennais ? Moi. C'est pas loin quand même. Je fais un peu d'effort sur la Mayenne. On joue contre Caen en plus, là, ce soir. Exact. Plus loin, je peux pas. Jimmy, je pose la même question. C'est qui ça peut être un coach ou un gars du club. Non, moi, c'est des joueurs. Après, je suis énormément sensible au numéro 10 qui jouait derrière moi. Parce que c'était pour moi une connexion incroyable. Et j'en ai eu en jeune, que ce soit Yohan Gourcuff, Sylvain Marveau.
C'était régal, c'est le football. Et après, en pro, il y a eu Mika Pagis. Mika. La classe. C'était quelque chose, ça. C'était un régal. Mais celui que je mettrais quand même, qu'on parle un peu moins, mais qui avait un talent incroyable, Jérôme Leroy. Avec ses petits moulets, il n'était jamais en vissé. C'est du protège si bien, c'est des cartons. Il prenait des cartons de chaussettes, il mettait et tout frêle. C'est vrai, clair. Ouais, c'est vrai qu'il était très très bon joueur. Un peu. Alors pour nous, journalistes, on ne comprenait pas. Le gars, il te parle pas. Nous aussi, des fois, on ne comprenait pas. Personne ne comprenait. Il met sa capuche, il est là. Le gars, il est franc sur le terrain. C'est un super joueur. C'est un régal. Mais c'est ça qui est bien dans un vestiaire, c'est que tu peux avoir un groupe panel, mais qui arrive à être combiné ensemble et c'est ça qui manque parfois. C'est la magie d'une équipe, enfin de gens qui sont très différents. Super joueur, super mec. Mais c'est pas étonnant si tu dis Pagis que tu dises Leroy aussi, parce que c'est Gourcuff, Sylvain Margot, c'est des esthètes un peu. C'est des esthètes, exactement. Ah ouais, ça c'est vrai. Ousmane, je pose la même question. Moi, il y en a plusieurs qui m'ont impressionné. Je commençais à m'entraîner avec les pros aussi, avec Cyril et avec Nino. Il y avait Jocelyn Gourvenec. Cyril, t'es impressionné. Cyril, c'était un très bon défenseur. Franchement, il fait partie des meilleurs. Il paye la cotise. Il paye la cotise. Et donc Jocelyn Gourvenec aussi, il m'a marqué directement. Quand moi j'avais 17 ans, je commençais à toucher un petit peu les pros et c'était impressionnant. En plus, moi j'étais milieu défensif aussi, donc je le prenais de temps en temps. Après, il y a Stéphane Ziani aussi. Il était super fort. Et puis, je dis pas ça parce qu'il est là, mais Nino, vraiment, moi je l'ai connu au centre de formation, c'est mon grand, quoi. Et donc, et ça a été un exemple pour moi, parce qu'à l'entraînement, l'exigence qu'il avait envers lui-même, c'était impressionnant. À l'entraînement, et puis le talent, et puis il nous a élevés un petit peu, parce que c'est lui qui a été en équipe de France aussi en des 2000, je crois, c'est ça, juste après la Coupe du Monde 98. Donc ça a été un exemple et une locomotive pour nous, je pense, pour tous les jeunes du centre de formation qui sont arrivés derrière. Ça, c'est hyper important, ce qu'il veut dire. Parce qu'à un moment, quand il revient, l'année où il revient... En 2007. Nous, c'est pour nous voir. Parce que c'est le seul qui est venu 2 fois. C'est le grand frère. C'est le grand frère, mais avec la carrière qu'il a et l'humilité qu'il a. Parce qu'il revient... on a l'impression il revient après Arsenal. Et il revient avant. Parce que quand il est en fin de contrat à Arsenal, il est joueur libre et il vient s'entretenir avec la réserve. C'est vrai. Moi, je suis jeune joueur de la réserve et il vient là pendant 2-3 semaines à l'entraînement avec nous. Mais un fou de foot, un fou du ballon, un exemple incroyable. À chaque jeu, chaque exercice, chaque truc, il mettait une exigence. Il mettait de la passion, il mettait de l'envie sur tout et n'importe quoi. Oui, le gars qui veut pas perdre le moindre truc, quoi. Et quand t'es jeune, c'est important. Et quand t'es jeune et que t'es là, que tu vois ça, le mec qui était en équipe de France d'Arsenal, il vient, tu te dis, waouh, mais attends, il y a encore un écart, parce que avant qu'on arrive à être professionnel. Et franchement, moi j'avais connu ça avec Olivier Capot à d'Auxerre. Il était revenu à Auxerre aussi. Il était revenu à Auxerre et on était en Ligue 2. Et avoir la chance de s'entraîner avec des... Je te donne le petit chèque. non mais je sais pas si tu te souviens, tu étais venu avec Mousse Diouf. Le regretté Mousse Diouf. Il mangeait les noisettes à côté du terrain et tout. Comment ça? C'est quoi cette histoire? Je sais pas, c'était mon pote. Paris, show business. Tu me l'avais présenté. Il jouait où, lui? C'est vrai que c'était pas Mousse Diouf, c'était l'acteur. Avec Julie Lescaut, tout ça. Ah oui. Il est décédé, voilà. Monsieur Beau, je regarde pas la télé, moi. T'as pas connu Mousse? Mousse Diouf, Julie Lescaut. Non, t'as pas connu Julie Lescaut? On parle souvent, on va dire, un peu les non-sachants sur le... Mais le niveau d'exigence, le niveau d'exigence d'un footballeur de haut niveau qui performe à un très haut niveau pendant très longtemps, c'est pas simplement du talent. C'est toujours du travail. Toujours du travail, de l'exigence. Et ça, c'est vachement important parce que tu peux avoir tout le talent du monde, et ça revient tout le temps. Oui. On sait que ces joueurs-là, ces joueurs qui ont duré longtemps à un très haut niveau, c'était des passionnés de foot et des passionnés de travail. Et il a dit quelque chose tout à l'heure, Robert, aussi, qui est important, c'est que c'est des gens qui prennent du plaisir. Tu prends du plaisir, bien sûr, passionné. Dans le travail. Passionné. Faut prendre du plaisir à faire ça. Évidemment. Et les joueurs moyens, c'est des joueurs qui étaient un peu moins passionnés, un peu moins courageux, un peu moins... Voilà. Mais évidemment. Mais c'est sûr. Mais dont je fais partie. Moi, non, mais j'aurais pas... Non, mais tu comblais. Pas autant qu'eux. Il y a le talent intrinsèque quand même. Le talent, et puis après, qui se travaille. Mais voilà, tout ça. T'avais pas de pied gauche. Ah, j'étais pas... On va pas me saler. J'étais gauche.
J'étais gauche des 2 pieds. Mais pourquoi tu viens à Rennes avec Mousse Diouf? Je comprends pas l'histoire. C'était mon pote. Non, il était en vacances. Il n'a pas joué, Mousse Diouf. Non, j'ai raté un épisode. C'était les vacances. Mais moi, j'étais gamin, 16 ans, 18 ans. Sylvain Woultard, il arrive, il y a Mousse Diouf sur le bord du terrain. On se dit, mais attends, on est dans un autre monde. Oui. C'est très étonnant d'être revenu aussi. Ouais, bah ça a été mon pote. 10 ans après être parti. 10 ans après, ouais. Je terminais à Lyon et bah c'était Pierre Drey aussi. Et puis voilà, il m'a dit allez, viens refaire le petit challenge à Rennes. J'ai dit avec plaisir. J'ai pas pris trop cher. J'ai pas pris trop cher. Ça s'est bien passé pendant 1 an et demi. Ouais. Au départ, c'était Pierre qui était entraîneur. Manager. Après, on a eu des mauvais résultats en dents de scie. Je m'en souviens très bien. Le retour de Sylvain à la Piverdière. Exceptionnel. Le retour de l'enfant prodige. J'en ai parlé tout à l'heure. Et son premier match ici, contre Metz, où il rentre. Premier ballon. Je me rappelle, j'avais vu à la télé. Fou. Non, mais même là, j'ai encore des frissons. Incroyable. Son retour à Rennes. Et après, il marque. Exceptionnel. Sur les matchs d'après, il marque, il fait la tectonique. Mais un tectonique. Alors, attention, si vous avez moins de 40 ans, la tectonique, vous ne comprenez pas. Mais sans un peu à l'image d'un Yogourcuff quand il remet les pieds à Rennes. C'est vrai. Parce que Sylvain, qui est formé ici ou qui arrive à 17 ans, qui revient 10 ans après, Yogourcuff revient, je sais pas, peut-être 10 ans après. Quand il C'est pas facile de revenir avec son ex, c'est ce que je disais. Non, mais le premier ballon que touche Chioua au stade. Toi, tu reviens pas. Les gens sont fiers que les mecs cassé complètement. Le contrat est cassé. Ah oui. Ouais. Et des fois, on dit que c'est dangereux de revenir parce qu'il laisse une image. Oui. Et c'est pas forcément facile la deuxième fois de vivre. De faire aussi on bien. a quand même un bon public à Rennes, quand même. C'est ça. On a quand même des gens. De toute Tu façon, reviendras les gens pas à Rennes, Paul Georges. J'ai essayé à un moment donné, c'est vrai, mais non. Qui n'a pas essayé? Qui n'a pas essayé? Mais c'est ça, on veut tous revenir. Là, aujourd'hui, tu peux nous dire que t'as toujours pas dit que t'avais arrêté ta carrière ou Non, mais pour moi, c'est fini dans ma tête. Ça y est, dans ta tête. Là, t'as quel âge? 32. C'est jeune encore. C'est un jeune coquelet. Encore une fois, il a dit un truc très important et qui a fait tilt direct. Tu peux pas donner du plaisir si t'en prends pas. Et c'est un vrai moment que, quand t'as plus de plaisir. C'est ça. Tu vois. Ouais. Mais là, physiquement, t'es comment? Physiquement, quand tu parlais des pépins que tu avais physiquement. Bon, si on fait un match là tout de suite, je peux jouer, c'est pas le souci. Mais après, comme on a dit sur la durée, je me vois pas. Tu vois, à un moment donné, sur l'exigence, les efforts qu'il y a à faire, etc. Aujourd'hui aussi, j'ai envie de découvrir autre chose dans ma vie, tu vois. Ouais. Et par contre, la durée, c'est quelque chose qui a fonctionné pour toi, Stéphane. Ouais. Parce que tu as joué très très tard. Jusqu'à 40 ans. Ouais. Ah oui. En commençant à 28. En commençant. Je fais comme 13 saisons avant. T'as fait saison amateur, c'est pas facile. Jusqu'à 40 ans. Mais effectivement, je reviens un peu à ce qu'il disait Paul. Effectivement, je pense que parce que j'avais encore la petite étincelle. T'avais la fibre encore. Ouais, voilà. Et puis peut-être que tu frais mentalement aussi. Ouais, et puis moi, j'ai reculé, Simon. J'aurais pu terminer gardien de but, mais j'ai terminé défenseur central. Donc c'est vrai qu'en fin de carrière, je jouais sur la Vista, voilà. Donc en deuxième division, sur l'expérience, j'arrivais à gérer. Défenseur central, on court aussi. L'époque, c'est un poste de feignant quand même. Quand à l'époque, il y avait un libéro, un stopper, le stopper courait, le libéro restait derrière. Ouais. Moi, j'avais aussi un bon stopper avec moi, donc j'étais un peu libéraux. Et je te pose la question, Stéphane, que je posais aux autres, sur les joueurs ou les personnalités qui ont pu te marquer dans ta carrière rennaise. Moi, j'ai d'abord Chabani Nonda. Pour moi, c'était quand il est arrivé, moi, je sais plus avec qui, Ousmane, le premier jour qu'il arrive à l'entraînement, pour moi, c'était... Enfin, tout de suite, on voit le joueur au-dessus. Voilà. Et ça, moi, c'était exceptionnel. Voilà. Ouais. Il y a eu lui. Et puis, deuxième joueur que j'ai trouvé toujours sous-côté, on n'a jamais mis en avant, c'est Christophe Leroux. Christophe Leroux qui était au niveau de Jocelyn Gourvenec, même technique, même dans le jeu, parce qu'en plus on jouait l'un côté de l'autre. Et sincèrement, moi j'ai pris toujours beaucoup de plaisir à jouer avec lui. Alors il y a aussi Édouard Cissé, que j'ai bien aimé aussi, qui commençait. Et c'est vrai que Doudou, franchement, c'était des joueurs qui sentaient le jeu. Ouais, c'est ça, qui ont des joueurs de foot, comme Leroy, comme d'autres. Ouais. Bon, on a parlé du club, on va y revenir. Mais je voudrais qu'on parle de la ville. Parce que... Ben oui, je vois bien les deux. Parce que pour certains d'entre vous, au-delà du club, il y a eu un amour pour la ville de Rennes. Et les citoyens, je vais te couper ? Oui, tu peux me couper, Robert. Tu leur dis de fermer là-bas. Parce que la ville n'est pas assez grande. Hein.
Non, parce que il y a des joueurs qui viennent dans un club comme ça, qui font le domicile stade et qui repartent, et d'autres qui s'approprient un peu l'endroit dans lequel ils sont. Alors je ne sais pas pour vous, j'ai au moins 2 exemples ici de gens qui ont aimé Rennes aussi bien que le Stade Rennais, non? Il n'y a pas des 2 qui parlent. Sylvain d'abord. Pas le premier, plus ancien. Ah bah je suis arrivé à 17 ans ici, j'ai appris mon métier, mais en même temps c'est l'adolescence. Donc j'étais déjà un peu foufou. T'as appris ton métier aussi? J'ai appris mon métier. En fait, j'ai appris mes 2 métiers. T'étais aussi exigeant. Exigeant. Il faut être exigeant. Voilà. La ville rennaise, elle est magnifique. C'est une ville étudiante. J'ai dû connaître ma première amoureuse. J'ai toujours aimé ça. Ça continue. Vous entendez ma voix. Voilà. Mais au bon moment. Voilà. Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ouais, tu sais, l'exigence. J'ai fait 20 ans de haut niveau, 17 ans, 38 ans. Malheureusement, il s'est blessé. J'ai jamais eu de pépin, pas de genou, pas de cheville, rien. Pas un coup de... tout allait bien. Ouais. Pas par hasard. Donc, exactement. Ouais, donc j'ai toujours choisi mes soirées. J'ai toujours... Non, mais c'est vrai. Oui. Mais C'est très important. Ouais. Comme on dit, la les temps de réussite... repos, les temps de repos, je te voyais te reposer. Mine de rien, je suis arrivé ici, j'avais ma petite bouteille d'eau. Voilà. Oui. Et ça continue aujourd'hui. De faire la fête? Non, mais et d'avoir cette exigence aussi de savoir quand récupérer un petit peu moins, vu que je ne suis plus dans le circuit, mais 50 ans, je suis en pleine forme. Ah ouais. Ça va. Il y a un moment pour tout. Hein, Cyril? Mais c'est aussi la différence avec les très grands joueurs. Ils savent quand il faut aller faire la fête, ils savent quand il faut bosser. Là, on parle de gens qui ont fait la fête et tout, mais c'est les plus grands professionnels que j'ai jamais vus. Oui. Par contre, à côté. Parce que dans le travail, ils étaient à 100% aussi. Ouais. Alors quand ils faisaient la fête aussi, à 100%. Mais dans le travail aussi, il avait une image et une réputation, Sylvain. C'est clair. Mais ce qu'il y a, c'est que tu te connaissais très bien aussi. Exactement. C'est ça, il faut bien très bien se connaître. Il faut connaître son ses corps. Faiblesses, son corps. Et j'en reparle, j'ai eu aucun pépin physique. Ouais. Moi, c'est Benoît qui m'a choqué sur ce truc-là. Ah bon, Benoît t'a choqué? Benoît aussi, ouais. Benoît, on pouvait avoir fait une soirée qui s'est poursuivie très tard et le lendemain matin, tu allais le voir sur le tapis après la séance. Faire 45 minutes de course, normal. La muscu normale, il s'envoyait. Force de la nature. Et l'exigence, comme il disait Romain, c'est pas tout le monde. T'en as qui vont en faire en soirée, le lendemain à l'entraînement, ils vont se cacher. Dès que la séance est finie, ils vont repartir chez eux. J'avais mal à la tête. Hein. Moi, je me souviens avoir vu Marco Grassi avec des yeux tout rouges. On voyait bien qu'il était sur la réserve. Hein. Il est sorti. Mais pareil, toi, t'as aimé aussi cette ville de Rennes. Quand vous arrivez dans un club, vous devez vivre la vie du club, mais vous devez vivre aussi la vie de la ville. Et c'est là où vous allez vous sentir bien, connaître des gens dehors. Moi, j'ai appris à connaître des gens qui sont encore mes amis aujourd'hui. Qui sont en dehors du foot? Qui sont en dehors du foot, en fait. Et puis, ils étaient tous dans des bars, dans des restos. Parce que j'allais dans des endroits, je consommais, je vivais la vie, en fait, tout simplement. Et quand... ça fait prétentieux de dire ça, mais mon dernier match ici, quand vous avez, sur les 28 000, vous avez 1 sur 2 qui ont le briquet d'allumé ou quoi que ce soit. Ouais. Parce que ils savent qu'on a vécu la vie, mais moi, je considérais qu'à partir du moment où j'avais besoin de ça, C'est un équilibre. Par contre, avant et après, je me sanctionnais. C'est-à-dire que je me sanctionnais avant même le moment de plaisir et je me sanctionnais x2 après. Parce que j'avais un objectif, c'est de performer le week-end. Bien sûr. C'était... Voilà. Et les autres, vous avez été dans des... Il y a des villes comme ça où vous avez aimé être en dehors au-delà du club? Moi, personnellement, j'étais dans des belles villes quand même. J'étais à Rome. Rome, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais bon, il fallait quand même avoir gagné le week-end précédent. Parce que les supporters là-bas, ils sont assez chauds. Donc, si on perd plusieurs matchs d'affilée, on ne peut pas trop sortir. Mais sinon, la ville en elle-même, c'est un musée à ciel ouvert. C'est extraordinaire. Ah, c'est beau. Ouais. Et à Rennes, vous sortez un peu à Rennes? Ouais, à Rennes, on allait rue de la Soif. Okay. Au Madison. Au Madison, oui. Au Rimbaud. Vincent. Au Rimbaud, c'est toi qui nous as ramenés là-bas. Ah oui, c'est... mais le premier qui m'a fait connaître Rennes, c'est l'individu qui est en face de moi. Mais lui, à l'époque, moi, je bougeais pas, je connaissais pas très bien Rennes, j'étais jeune, je venais d'arriver, etc. Et on fait un repas d'équipe, je crois, qui est initié par Yann. On vient de perdre 4-0 à Saint-Etienne.
Et pas facile. Et puis après, dans le bus, etc., Yann qui lance le truc un petit peu, les gars, faut qu'on se remotive, etc. Enfin, pas qu'on se remotive, mais qu'on soit ensemble, qu'on passe un moment ensemble, etc. Et pour moi, c'est la meilleure des choses. Et là, on va en ville, et puis là-dedans, il m'envoie un message, et il me dit, bon Ben, on se connaissait, on était 87, 86, on a fait le tour à Toulon, on joue ensemble l'un contre l'autre, quand Rennes, etc. Et il me dit, Ben, on se voit... on se fait un petit apéro avant le rendez-vous de Yann. Ouais, pas de problème, on y va. Et puis on monte les marches d'Hélice, et il me dit, mon Ben, tu vas voir, là c'est bien, c'était le bistrot d'Hélice. Il y avait le bistrot d'Hélice et il y avait le resto d'Hélice. Oui, il faut monter quelques marches avant d'y aller. Oui. Et on rentre dans le bordel, et là en fait, tous les gens, c'est encore mes amis aujourd'hui, t'avais le pote derrière le bar, il y a Jackie Sourget qui était là, qui me fait... Jackie Toi qui viens un jour ici quand même. Qui me fait ses jeux à la con, forcément il gagne toujours. Et là en fait, j'arrive dans le bar, pour anecdote, c'est que l'ami qui est derrière le bar, qui est JM, il me sort un truc et il sert ses trucs, j'arrive. Et il faut savoir que j'avais connu Toff Revel avant. D'accord. Et Toff Revel les connaissait. Il leur a dit, lui, vous le touchez pas. Il savait, on avait des atomes crochus, quoi. Et il lui dit, vous le laissez tranquille. Et là, j'irai derrière le bar, et puis là, il y a le serveur, il me dit, bah tiens, celui-là, c'est pour Batless, celui-là, c'est pour Mignot, celui-là, c'est pour machin. Alors c'est pas le tout de... Tu dis rien. Non, mais parle un peu, exprime-toi. Évidemment, il y a les résultats qu'on voit sur le terrain, que les gens voient le résultat, on a gagné, on a perdu. Mais il y a toute la vie d'un groupe, il y a toute la vie collective. C'est vachement important. Et il y a la vie de l'entraînement, mais il y a toute la vie à l'extérieur. Et moi, c'est ce que je répète souvent aux gens. Si le Stade Rennais a gagné la Coupe 2019, c'est parce qu'il y avait une vie hors groupe, à un moment donné, qui était hyper importante. S'il y a un club qui fonctionne, s'il y a une équipe qui performe, il y a une vie de vestiaire, il y a une vie de groupe, à un moment donné, pour aller chercher un supplément d'âme. Et ça en fait partie. À un moment donné, alors c'est bien d'être des bons joueurs, mais à un moment donné, si tu peux aller chercher encore plus loin, c'est là que tu as tes plus grands résultats. Et si on parle de la Coupe, on reviendra sur les villes peut-être. Si on parle de la Coupe, le seul qui a gagné ici, si je ne m'abuse, c'est toi, Robert. Et la danse, non? Et la danse? Ouais, mais je sais pas jouer. Oui, oui, c'est vrai, la danse, c'est dessus. C'est vrai. La coupe, non, pardon, Romain. J'ai pas joué. Non. Mais Robert, il a joué. Coupe 71, tu l'as joué. T'es décisif. Oui, mais bon, c'est bien, c'est comme tout. Je les entends parler, mais ce qu'ils ont vécu, on l'a vécu. Ah oui, t'es un fêtard. Hein? Il a très bien entendu. Ah non. Non, nous, on a fait la prison à l'époque. Ouais. Prison Saint-Michel, la prison Saint-Michel, le PSM. Et puis c'était surtout la Villades. Ah oui, la Villades. Et le Rialto en dessous. Oui, la Villades, c'était la première pizzeria de Rennes. Alors après les matchs, justement, avant, il n'y avait pas de pizzeria. J'entendais parler de groupes. Après tous les matchs, on allait manger là-bas. À la Villades. À la Villades. À côté de la cathédrale. Oui. Rue du Chapitre. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est devenu le downtown après, ça te dit plus. Ah oui, peut-être bien. Oui. Et après les matchs, c'était réservé et toute l'équipe, avec les copines, les copains, les dirigeants, plus les journalistes. Ah bah oui. À l'époque, ils venaient avec nous. Ah bah oui, parce que ça a bien changé. Non, mais c'est pas des conneries ce que je dis. Hein. Les journalistes étaient avec nous. Non, c'est plus possible. Mais à l'époque, t'as vu les journalistes que c'était? C'était. C'était. Non, mais les portables, vous aviez les portables à l'entrée, vous les laissiez. Non, on n'avait rien du tout. On n'avait rien du tout. Et que dalle. Non, mais ce qu'il dit très justement, c'est que le truc, l'équipe, c'était sur le terrain, mais c'était dehors. Ouais, c'est l'osmose. Ouais. Et moi, je me rappelle, j'étais célibataire, je faisais danser les femmes des copains. Ouais, tu peux plus faire ça. C'est tout ce que je faisais. C'était tout ce que je faisais. Hein. Je faisais danser les femmes des copains. Aujourd'hui, t'es cramé avec un gentleman. Ouais. Mais c'est vrai que sortir de la bulle du monde de pro, effectivement, c'était bien. Nous, on allait souvent à la brasserie rue de la Gare. Le Café Noir. Avec Loïc Lambert et puis le Café Saint-Provo. Le Café Noir. Et c'est vrai que moi, je trouvais ça super parce que c'était le soir de match, on rencontrait des gens qui venaient au match. Et c'est vrai que des fois, on faisait des excès. Hein. On a fait des excès. Mais je pense que les gens, ils n'ont pas envie de robots en face de gens qui sont aussi... Ils s'identifient. Donc, effectivement, on discutait, on a un peu bu et autres, on avait gagné, on avait perdu. Mais quand ils venaient au match, effectivement, ils savaient que quand on était sur le terrain, on donnait tout ce qu'on pouvait. Mais il fallait ça. Parce que si on se met pas... Et pourtant, on était plus âgés, hein, déjà. À notre époque, on était vachement plus accessible qu'après. Hein. Voilà, exactement. Oui. Nous, c'était encore à notre époque. On mangeait à la paix, on mangeait tout ça avec les copains.
discipline. C'est pas forcément de la faute des joueurs. Non, c'est pas la faute des joueurs, c'est C'est pas la faute des joueurs. C'est la faute de tout ce qui est autour. Exactement. En vrai, les joueurs, t'as besoin de ce moment de sortir, de pouvoir. T'es un gamin, t'es un jeune adulte. Si tu profites pas de. Mais surtout que tu te lèves pas un jour, tu dis que tu vas devenir footballeur. Ça veut dire que depuis tout petit, tu fais ça. Depuis tout petit. Et t'imagines, depuis tout petit, tu fais ça. Il y a combien de moments que tu as raté de convivialité, de moments simples avec les gens. De jeunesse. Et aujourd'hui, les gens, ils voudraient que les sportifs, ils soient que d'une seule façon. C'est une mauvaise image que ceux qui veulent transmettre. Pourquoi on n'a pas le droit de vivre comme tout le monde? On n'a pas le droit de vivre comme tout le monde. Tu as fait une carrière immense, avec une... 98, 2000, Arsenal, etc. La vie que tu as menée à Rennes, tu réussissais à la vivre à Londres? À Londres, ouais, encore mieux, parce que à Londres... C'est plus grand. Ouais, c'est plus grand, il y a plus d'endroits, je peux sortir. Non, mais attention, quand je dis ta vie, je dis pas que tu étais un mec tout le temps dehors ou quoi. Non, tu peux pas. On en parlait tout à l'heure, mais tu arrives à prendre des moments de plaisir, on va dire, de déconnexion, je dirais. Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'après, déjà, on jouait tous les 3 jours. Donc, quand tu as des matchs de Ligue des Champions, tu ne peux pas être dehors tout le temps. Ça, c'est impossible. Donc, il y avait une certaine exigence. Mais après, oui, à Londres, c'est bien aussi parce que il y a beaucoup d'attention les jours de match autour du stade. Mais après, en dehors, très tranquille. Très tranquille. Beaucoup de respect par rapport à ça. À Londres, ouais. Les Anglais, très tranquille. Les Anglais, ils sont comme ça. En fait, souvent, ils te croisent. Et il touche le cœur, comme si, tu vois, l'écusson, tu vois. Tu vois, c'est là, Gunners. Et ça, tu vois, ça suffit. Il n'y avait pas d'autographe, il n'y avait pas de photos. Ils ne sont pas invasifs. Non, je peux dire, en 4 ans, sérieusement, j'ai dû signer 10 autographes en 4 ans. Ah ouais, c'est trop. Alors que c'est ce que tu fais. Dans la rue, quoi. Exactement. Alors que là, maintenant, tu fais tes courses, tu regardes dans ton caddie, il faut une photo. Non, c'est pas évident. Tu faisais référence à Sylvain et moi qui avions une vie parce qu'on était catalogués sur cela et voilà. Mais moi, je considérais qu'en fait, que tu te mets minable toute la semaine dans le travail, tu prépares ton match pour être performant. Après, ton match, que tu gagnes ou que tu le perds, tu as tout fait pour être performant et pour gagner, tu le gagnes pas toujours. Bien sûr. Mais moi, en fait, il y avait un truc qui était une source de motivation, qui était de dire, après le match, on va se réunir avec la famille de la danse, ma famille, les amis, etc. Mais même à Bordeaux, ça continue des fois avec Jimbo, etc. Et je dis, qu'on gagne, qu'on perde, après le match, on va vivre un moment de déconnexion pour mieux se reconcentrer ensuite. Bien sûr. Après, et dans ces moments-là, en plus, ça prend, c'est normal. Parler de la finale de la Coupe devant Jimmy Briand, qui n'a pas joué en 2009. En 2009, contre Guingamp. T'étais blessé. T'étais blessé. Blessé en équipe de France. C'est ça. C'est la haine, ça. Quelques semaines avant. Au genou. Au genou, gravement. Et ça, c'est mon seul regret ici. C'est de ne pas avoir pu jouer cette finale, pu gagner un trophée avec son club formateur. Parce que tu jouais, on gagnait. Ben oui, enfin je le dis souvent. Non mais moi je te dis. Tu sais que sur cette Coupe de France, à chaque tour, j'avais marqué. Mais mais oui. Et même quand la première fois, le premier jour où je suis arrivé à Guingamp, après, j'aurais dit, vous avez une coupe, mais parce que je n'avais pas joué. Donc, tu les allumes. Ça, je me souviens t'avoir vu sur le bord du terrain avec tes béquilles. Et en fait, c'était un arrache-cœur. C'est même pas le fait de ne plus jouer pour la blessure, c'était de louper ce moment. Parce que Coupe de France. Je pense que cette année-là, c'était super ambiance. C'était beau, il y avait une belle ambiance, il y avait tout, on mène 1-0. C'était incroyable. Nous, on avait perdu... La première année où je suis là, on perd la demi-finale où je pense que c'était la période où on a vraiment une grosse équipe. On perd Quevilly. Demi-finale. Et derrière, il y a Lyon. Mais là, on a vraiment une vraie équipe. La saison suivante, on perd en finale. La demi-finale, on la gagne contre Montpellier, qui était champion de France en titre, qui a vraiment une grosse équipe. Et nous, on joue. Et les John Mensah qui sont revenus et tout, on est une équipe. Même la danse était sur le banc. On est une équipe vraiment très forte. Avec Jean Demacoun au milieu. On perd après nos joueurs. On perd Pete qui va à la CAN, qui revient jamais vraiment de la CAN, qui est le meilleur joueur de la CAN. Et on perd Yann M'Vila au Mercato. Je crois qu'on est à la trêve à mi-saison, on doit être dans les 3 premiers, un truc. On est vraiment bien. Et en fait, on perd 11... Enfin, on ne gagne pas pendant 11 matchs avant la finale. Le climat, il est compliqué et tout. On arrive sur la finale, on est déjà un peu usé mentalement, etc. Des joueurs qui se blessent au début. Et l'année d'après, l'anecdote, c'est qu'on joue Guingamp, on rejoue. Et là, en fait, c'était vraiment celle-ci qui était importante. On doit gagner ce match-là. Paul Georges joue, On est moins, il met pas titulaire alors que mal toute la un petit semaine, peu. il est Et là, PG, on arrive le matin du match.
On arrive le matin du match, PG toute la semaine, il est titulaire à l'entraînement. Titulaire et tout, et dans l'équipe, le coach fait son équipe et tout. Et là, PG, matin du match, il fait sa composition d'équipe, il met sa mise en place. Et on est là, on voit PG sur le banc. Et il fait rentrer Grosicki à la place. Et là, PG, ce que je peux comprendre, lui, il a mauvaise. C'est une finale, quoi. Je veux dire, on veut tous la jouer. Toute ma famille, et puis, en fait, il fallait du Gabon et toi. Ce que ça représentait, peut-être plus que la finale de la Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne. C'était la Coupe de la Ligue, là, c'était le remake. Oui, celle-là, elle était... Et là, nous, le matin du match, on voit ça, on se dit, mamma mia. J'ai toujours pas compris ce qui s'était passé. Si ça vous embête pas, je saute du coq à l'âne. On parlait de Rome tout à l'heure, donc de l'Italie. T'as connu Frédéric Massara ? Frédéric Massara, non. Je l'ai connu là, depuis que je suis revenu en tant que responsable de recrutement. Je l'ai rencontré dernièrement. Donc tu l'as pas croisé en Italie. On a beaucoup d'amis en commun, par contre. On a beaucoup d'amis en commun. Mon ancien directeur sportif à la Lazio, il s'appelle Sabatini. Et c'est comme son mentor, un petit peu. Ah ouais. Voilà. À Salerne, tu l'as connu. Ah bah oui. Ouais. Et c'est une super bonne personne. Et il a travaillé longtemps avec Frédéric. Donc, on parlait de lui justement la dernière fois parce que donc il m'a beaucoup aidé à la Lazio. Il y a une toute petite connexion. À la Lazio. C'est un Renoir, frère africain. À la Lazio. Frère, disons là-bas. Il a l'accent, hein. C'est un quin, frère. Il a l'accent. C'est un Africain. La Lazio. Spaghetti. Et alors, on a quand même quelqu'un qui a connu l'arrivée des Pinot ici, toi, Stéphane. Ouais, tu les vois, tu vois la famille Pinot arriver. Déjà, la famille Pinot est déjà présente, puisqu'ils sont sponsors. Oui, mais effectivement, il arrive véritablement dans les années 97-98, oui, exactement. 97. Et là, le père, François, s'investit beaucoup plus. Effectivement, on mange régulièrement d'ailleurs avec lui. Ah oui. Monsieur Pinot nous invitait, quelques joueurs. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Ouais, c'est ça. Sélectionné, c'est ça. Quelques joueurs. Donc à sa droite. À sa droite. Non, c'est vrai qu'il a eu l'occasion de manger 2-3 fois avec lui. Et c'est vrai qu'on a eu des bons moments parce que c'était quelqu'un qui on pouvait parler déjà d'une part, on pouvait échanger. Et tu sentais une proximité de l'actionnaire avec... Ouais, c'était moi. J'ai souvenir, parce que j'ai toujours souvenir une fois de manger à côté de lui et en parlant, il m'avait dit vous deviendrez entraîneur. Mais c'est marrant parce qu'il y avait tout de suite, je pensais que c'est quelqu'un qui était déjà, qui connaissait les hommes et qui avait déjà un rapport. Donc, on ne lui tape pas sur l'épaule non plus. Non, tout à fait, mais c'est vrai que c'était... Moi, j'ai jamais rencontré. Ah bon ? J'avais trouvé ça très cordial. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je sais que sur mon transfert, en tout cas, c'est au début... En fait, moi, mon agent me fait part de l'intérêt du Stade Rennais quand je suis à Auxerre. Et au début, quand on arrive aux prétentions salariales, c'est vrai qu'ils ont eu la première réponse, c'est pour un joueur de Ligue 2, c'est trop. Pour un joueur qui vient de Ligue 2, c'est trop. Ouais. Mais moi, je demande ça pourquoi ? Parce qu'à l'époque, je suis en Ligue 2 en Auxerre et j'évolue en équipe de France avec des joueurs comme Florian Thauvin, Geoffrey Kondogbia, etc. Donc, tu te compares. Tu te compares par rapport à eux. Donc moi, je demande ce que j'entends qu'ils ont. C'est vrai que je suis pas. C'est vrai que tu passes de peu à vraiment la cour des grands. Mais le truc, c'est que du coup, ils disent, ils sont pas, ça va pas le faire. Les directeurs sportifs, ils disent, non, je peux pas. Et on va du coup négocier en Angleterre avec Queen's Park à l'époque. Ils nous rappellent une semaine après en disant. On a parlé avec le propriétaire, on lui a montré le joueur. Il a dit il lui fait rappeler Laurent Pocou. Il lui fait rappeler. Excellent. Voilà. Et donc, belle référence. Et donc, moi, je le connais pas personnellement quand on me dit ça. Il dit, et donc, moi, je suis d'accord pour faites-le venir. Dites OK. Il t'a pas dit Sylvain Wiltord. Mais maintenant, tu sais qui est Laurent Pocou. Non, je sais c'est qui. Mais parce que François Pinault a été partie prenante dans la venue. C'est l'origine. Il est à l'origine de Laurent Pocou. Parce que comment ça se fait pas ? C'est lui à l'époque qui était pas propriétaire. C'est ça. C'est qui ? Rachel, j'ai même mangé à la Fontaine-au-Père. Ah oui, bah oui. Et Rachel, il y avait tout le temps Laurent Pocou dans la bouche. Bernard Lemoux. Laurent Pocou. Oui, mais c'est Monsieur Pinault. L'argent, c'est Monsieur Pinault qui est partenaire équipe. En fait, un seul échange par téléphone, c'est l'année où je dois partir à Paris, où je suis un petit peu en conflit. Et du coup, je sais pas si tu te rappelles, je loupe une semaine d'entraînement. Bon, c'est un petit peu le bordel. Ah ouais, t'étais comme ça. Et du coup, un petit peu en friction avec la direction. Et du coup, je viens pas en stage. Et là, je reçois un appel inconnu. Donc, je réponds. Et en fait, c'est lui.
François Pinault au téléphone. Il ne voulait pas que tu le rappelles. Attends. Et il me dit, écoute, je suis en train de suivre ton histoire. Moi, j'ai pas besoin d'argent. Si tu veux pas partir, si tu veux pas jouer, c'est ton problème. Fin. Rouge. J'ai allô. Il avait accroché. Et là, j'ai dit, c'est chaud. Mais ça a été un épisode qui a marqué un peu nous, le groupe et le club et les supporters, parce que Jimmy, après, il revient, il joue ici au stade et il se fait siffler, en fait, au tout début. Au départ. Et oui, mais c'est l'image. Il a fallu, rapidement... 2-3 buts. Oui, bien sûr. Et alors, puisqu'on parle du propriétaire et de l'histoire, comment les plus anciens, vous avez vu l'évolution du club entre la période où, par exemple, Ousmane, toi, tu étais ici. Moi, j'étais avec René Ruello à l'époque et Gérard Lepilâtre, donc j'ai quitté. Et à l'intersaison suivante, Monsieur Pinault est arrivé. Oui. Et le club a pris Blaillot une autre... qui gérait le club. Ah oui, Blaillot. Et donc, quand tu vois ce stade-là, ne serait-ce que ça n'a plus rien à voir avec ce que tu as... L'évolution du club, le fait aussi qu'ils ont su fédérer tous les supporters autour du club, la politique du club, ça me parle vraiment. Ils ont fait un travail incroyable depuis que je suis parti. Stéphane, le Horizon Park, c'était le parc des sports de la route de l'Orient. Ouais. Après, c'est vrai que nous, on a connu la Piverdière, en fait. J'ai fait l'inauguration de la Piverdière. Là, nous, on a joué ici, effectivement, pendant les travaux, ce qui était un peu compliqué. Avec des voiles, là, les voiles blanches partout, là. Exactement. Moche. Donc c'était un peu compliqué, effectivement, pour jouer. Je pense que ça a amené un peu de... Justement, au niveau du club, c'était pas forcément facile. Voilà. Mais non, c'est là. Et après, effectivement, avec François Pinault, on sentait que tous les ans, il y avait un plus. Voilà. On sentait qu'il y avait un engouement. Donc, il n'y avait plus que le stade, en fait. Il manquait plus que le stade pour installer. Ouais. C'est vrai qu'on a parlé un peu avec Romain. Il y a eu, avant de se voir, c'est vrai que c'était une période d'install, mais on sentait que derrière, le club pouvait monter. Se structurer un peu. Ouais, structurer. Qui a joué sur... T'as joué, Jimmy, avec le Stade tout rouge, non? Ou c'était vert et bleu, les sièges, là? C'était vert, nous, c'est à notre époque. Ça a changé en 2018. Alors, je pose une question. Avant, bien avant. Ça a commencé bien avant. Moi, au moins mes 2 premières années au Stade Rennais, c'était encore les sièges aux couleurs de la ville. Bleu, et après, en rouge, 2016. Je crois que c'est quand monsieur René Ruello est arrivé. Ouais, rouge. Ah oui, c'est pas si vieux que ça. C'est 2016. Je vous pose une question, devinette. Alors, Paul-Georges n'a pas le droit de jouer, je pense que les deux là non plus. Qu'est-ce que Paul-Georges Ntep a apporté au Stade Rennais et qui existe toujours et qui n'y avait pas avant lui? Ah, je sais. Moi aussi, je sais. Il y en a 2 qui savent. Oui, moi je sais. Allez, c'est parti, le jeu. Paul-Georges Ntep. Attends. Paul-Georges Ntep a apporté quelque chose au Stade Rennais qui n'existait pas avant lui et qui existe maintenant toujours. Un club de supporters. Sauf une fois. Un club de supporters. Non, c'est pas un club de supporters. Sauf une fois. Il a fait quelque chose. C'est un truc avec les supporters. Allez, voilà. Indice. Il a été dans une danse. Clapping. Dans le cop. Le clapping. Oui, le clapping. Ouais. Le clapping, c'est en octobre 2014, après une victoire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'avais vu une vidéo, je ne sais plus de quel club, j'avais vu une vidéo et c'était ou peut-être une sélection, c'était pas les Finlandais ou les c'est un truc comme ça, je crois. Norvégiens qui faisaient Islandais qui ont commencé à faire ça, en tout cas. Ouais, pendant après c'était je sais plus c'était qui de la com qui m'avait dit vas-y, fais-le, ce serait sympa de le faire avec les supporters. Et donc après le match, on s'était mis et après c'est devenu un rituel. Oui. Après les victoires, ils ont compris tout de suite que tu voulais faire ça parce que tu sais si tu viens juste comme ça, ils peuvent te regarder, se dire qu'est-ce que tu veux. Jésus, tu veux quoi? Tu parles avec le capot. Vas-y, tape dans tes mains. Tu parles avec le capot. Après c'est le capot qui regroupe tout le monde. Et du coup depuis c'est resté. C'est devenu un truc. Mais c'est bien parce que c'était à l'époque où, moi, comme je suis arrivé à Rennes, l'ambiance, elle était feutrée, tu vois, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et ça allait crescendo depuis. Et aujourd'hui, tu as des ambiances... Rennes n'a rien Sylvain a connu ça, un public de spectateurs plus que de supporters. Au début, en fait, ils supportaient plus quand on gagnait, quand on perdait. C'était un peu neutre. C'est ça. Et il fallait...
parfois faire un peu des matchs de folie, gagner 2-3-0 pour que le stade s'enflamme. Oui. Il n'y avait que le COP. Il y avait que le COP, c'est pareil. Il fallait que Mika Pagis mette un triplé contre Lyon. C'est clair. Et les gens étaient debout. Et après, en effet, ça a vachement évolué. Et puis avec la Coupe d'Europe, moi je me rappelle, avec Ben, tu te rappelles, quand il y avait la Coupe d'Europe, on était à Bordeaux. On a pris la voiture un jeudi après l'entraînement pour être là le soir pour... C'était Séville ou Arsenal, je sais plus. Séville ou Arsenal. Juste parce qu'on voulait kiffer l'ambiance, quoi. Donc... Voilà, on est parti de Bordeaux, on a fait l'entraînement. Même en termes d'affluence aussi, c'est parti, ça allait crescendo. C'est la vérité. Le stade, il est rempli. On est parti de Bordeaux, c'est quel truc. Jimmy, peu de jours avant, on a demandé 2 places au club, etc. Au dernier moment, on a pris la voiture de Bordeaux, on a fait le trajet, tac, tac, tac. Jimmy venait d'arriver. On est arrivé au Roison Park. En plus, le malheur, c'est que je crois qu'il y avait un but pendant qu'on arrive. Il y a les acclamations, tac, tac, tac. On arrive sur le parking derrière, on avait demandé un parking. On avait le privilège d'avoir un parking. Sauf qu'on arrive, il y avait des embouteillages. On arrivait, et je crois qu'on arrive, il y avait déjà 1 ou 2-0, un truc comme ça. On rentre dans le stade, machin, c'était déjà la folie. Mais c'est génial d'être revenu. Grave. Mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui le savent. Hein. Non. Mais il n'y a pas besoin. C'est la première fois qu'on l'a. Moi, je l'apprends. Il n'y avait pas besoin à ce que les gens le sachent, en fait. Non, c'est pas de la pub, c'est pour vous. Voilà, t'es passionné. Surtout qu'on est reparti juste après. Là, on est reparti juste après. Très bon. 5 heures de voiture. 5 heures de voiture. Aller-retour, quoi. Il y avait 10 heures. Ouais, mais c'est sympa. Ça prouve l'attachement qu'ils ont. Et puis, il y en a quelques-uns qui ont vécu des belles soirées européennes ici. Mais même avec Jimmy à Bordeaux à l'époque, Jimmy c'était mon René, machin. Et c'est pas méchant vis-à-vis des Girondins quoi. Mais il y avait un truc quoi. On va pas se mentir quoi, c'est comme ça. Et alors avant qu'on se quitte peut-être et qu'on aille ouvrir nos cadeaux les uns les autres. Si vous aviez un souhait pour ce club, qu'est-ce que vous voudriez qu'il se passe dans les prochaines années pour Rennes? On va faire un tour de table. Ouais, mais combien d'années? Parce que moi, il t'en reste beaucoup. Faut que ça aille vite. Dans un futur proche. Déconne pas. Dans un futur proche. Dans un futur proche. Dans un futur relativement proche, Robert. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'il faudrait? Écoute... Un titre de champion, je sais pas. Ouais, mais ça, c'est le rêve de tout club. Hein. C'est le rêve du propriétaire, déjà. C'est le rêve du propriétaire. Je pense qu'on est tous pourquoi pas? Oui. Mais bon, déjà... Ligue des champions. Ouais, voilà. Que ça se maintienne toujours dans les 5 premiers. Et puis qu'il reste à ce niveau-là. Et voilà, quoi. Une belle Ligue des champions avec des beaux matchs. Donc une Ligue des champions. En 1, 2, Benoît, c'est ça aussi? Moi, non, je n'irais pas aussi loin. Je dirais plus que le club conserve cette âme qui va si bien depuis des années, que les supporters soient fiers de leur club, que le propriétaire soit fier de son club. Et qu'on vive des émotions incroyables dans le stade, qu'on fasse, je veux dire, Ligue des Champions, Europa League, peu importe, mais que les gens soient fiers de leur club. Ouais. Et je trouve que ça, c'est important, et qu'on continue d'avoir une base de jeunes qui sortent du centre de formation qui soit importante. D'accord. Et qu'on aille fêter ça après à l'aventure. On fait tout ça avec Nino, etc. À l'aventure. Ousmane, toi qui habites dans la grande banlieue de Rennes, à Laval, qu'est-ce que tu peux souhaiter? Non, moi je souhaite qu'il continue à se qualifier en Europa League au moins, et Ligue des Champions. Parce que ça fait vraiment un step en avant pour le club, d'aller plusieurs fois d'affilée à ce niveau-là, et le club va vraiment faire partie du Gotha. Alors, Paul Georges nous l'a dit tout à l'heure juste à Mimo, que tu mettais un terme à ta carrière, enfin que tu ne te voyais pas continuer. Benoît? Moi, j'ai pas mis de stop. Hein. Non, t'as pas mis ça. T'es toujours en activité. Et puis en plus, pour être très honnête, c'est que je me sens pas. Quand un exemple, c'est quand un Rafa Varane annonce sa fin de carrière. Ouais, mais moi, en fait, je suis qui pour annoncer ma fin de carrière? Je suis rien. Donc du coup, moi, ce qui compte en plus, c'est d'être heureux, d'être bien, d'être en paix, d'être libre, et puis on verra ce qui se passe. Quoi. Tu prends du faire plaisir, comme Cyril qui n'a jamais annoncé sa fin de carrière. Ça se trouve, parce qu'on ne sait jamais. Moi, je ferme la porte à rien. Tu sais, il y en a qui ont commencé à 28, lui, il peut commencer à 50. Hein. Recommencer. Et je finis avec toi, Paul Georges, sur les ambitions peut-être que tu peux avoir pour le club. Tu suis déjà au quotidien, ou pas au quotidien, mais chaque semaine, ces résultats? J'ai suivi pendant très longtemps. C'est vrai que cette année, je suis un peu moins parce que je suis concentré sur des projets perso. Au Vietnam où tu jouais, c'était un peu compliqué d'avoir tous les jours les résultats du...
J'ai toujours regardé Rennes, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus concentré sur mes projets personnels que sur le foot en général. Mais si je pouvais souhaiter quelque chose, c'est, comme Benoît l'a dit, que le club garde son âme, que le club continue à développer cet attachement à la ville, voilà, c'est légende parce qu'on voit des grands clubs, ils ont toujours à côté des performances sur le terrain aussi une histoire. Oui. Et ça permet de connecter toutes les générations. Ça, je trouve que c'est important, c'est de développer ça. Un exemple, c'est qu'aujourd'hui, d'être réunis à table à côté de Nino, de Stéphane et de Ousmane, moi je ne connaissais pas Ousmane et Stéphane, mais sincèrement, c'est un privilège de fou en fait. Parce que nous, on les connaît en tant que jeunes, on les a vus évoluer, etc. Mais en fait, on a une chose qui nous réunit, c'est le Stade Rennais. Et le Stade Rennais permet de faire en fait un repas comme ça. Donc, je trouve ça fantastique. J'espère que c'était un privilège pour vous qui nous regardez d'avoir extraordinaire Pépite rencontré tous ces. Non mais c'est pas grave. Hein. Tous ces gens. Non mais toi t'es hors catégorie. Mais c'est normal que je sois hors catégorie. T'es énorme. Je sois hors d'âge. Toutes ces gens. En tout cas pour moi c'était un plaisir vraiment messieurs d'être avec vous. On n'a pas vu passer le temps. J'espère que comme vous et comme nous vous allez passer un excellent Noël. C'était le dîner des légendes. C'était le 3e. Il y en aura certainement un 4e. On sera là encore. Même toi, Robert. Écoute, la prochaine invitation, je ne sais pas si je vais l'accepter. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. On vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Bravo les gars. Merci. Joyeux Noël. Merci. Bravo. Coupé.